Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du EDC Talk. Aujourd'hui, j'accueille Laurence Wagner et puis Léa Romanence pour parler ensemble de la culture et de ses publics. Donc, Léa Romanence est secrétaire générale de Frisson et Laurence Wagner est directrice et programmatrice justement du Belluaire Festival. Donc, on va pouvoir, à travers cette émission, un petit peu justement voir comment la culture vit avec ses publics, comment est-ce qu'on peut influencer aussi le public, et puis qu'est-ce qu'un public en soi déjà pour commencer. Je vous rappelle aussi la petite mention pour état des choses. N'hésitez pas à l'attraper en librairie ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus, si vous regardez ce podcast en live, à participer. Vous pouvez aussi écrire des commentaires ou bien nous poser des questions directement sur le live Twitch. On commence. Qui aimerait commencer par se présenter? Laurence, c'est parti. Ok, c'est parti. Super. Tu veux que je parle un peu de... Alors je viens, volontiers, tout ça ouais, de ton parcours et de qu'est-ce que tu fais. Oui. Alors, par où commencer? Ouais, je pense que ça fait à peu près 10 ans comme ça que je travaille dans le milieu culturel. Je viens plutôt du monde des arts visuels, en fait. Je fais des études d'histoire de l'art et d'études curatoriales dans une école d'art, donc plutôt un parcours de ce côté-là. Et très vite, j'ai compris que la performance, ça m'intéressait beaucoup, beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai fait en sorte de naviguer en différentes scènes ces dernières années. Du coup, aussi en souvent quittant la Suisse, du coup, dans des endroits très, très variés. Autant des institutions vraiment établies comme, je sais pas, l'Institut suisse de New York ou des espaces d'art indépendants au Chili, ou la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. Tu as vécu un moment à Rome aussi, je crois. Hein. Voilà, j'étais en résidence. Du coup, voilà un parcours comme ça fait à la fois de pratique dans la programmation, mais aussi de temps de recherche et de gestation, comme quand j'étais effectivement en résidence à Rome. Voilà. Et voilà, et maintenant depuis 2 ans à Fribourg. Magnifique, merci beaucoup. Rapide. Léa, tu aimerais aussi te présenter? Parfait. Moi, je suis très très suisse comme ça, je suis pas beaucoup partie à l'étranger. Ça fait à peu près aussi 10 ans que je travaille dans la culture, très axée musique actuelle. Par contre, j'ai pas fait j'ai un petit peu fait d'autres choses dans des festivals plutôt pluridisciplinaires, mais voilà, ma spécialité, c'est quand même vraiment les musiques actuelles. J'ai travaillé dans plusieurs salles, pour plusieurs festivals, et j'ai plutôt toujours été très intéressée au côté très local des institutions et comment elles évoluent dans leur ville. J'ai longtemps travaillé à Yverdon-les-Bains, où je fais toujours de la politique d'ailleurs, et c'est des questions, voilà, de comment intégrer vraiment la culture à une politique communale. Ouais. C'est vraiment un peu ma passion. Je trouve ça très intéressant, et puis du coup, voilà, j'ai fait un peu de programmation aussi, mais c'est pas vraiment ça mon... Enfin, j'adore ça aussi, mais c'est pas pour ça à la base que je suis engagée à Frisson en tout cas. Et c'est plutôt vraiment le côté stratégique d'un lieu culturel dans une ville et dans un canton et dans un pays, quoi. Enfin, et voilà, c'est plutôt un peu là-dessus que je m'axe. Et à Fribourg, voilà, là, ça fait 4 ans que je travaille à Frisson. J'ai eu travaillé aussi au Nouveau Monde, et sinon beaucoup dans le canton de Vaud avant. Voilà. Super. Et est-ce que tu pourrais, justement, pour continuer là-dessus, nous parler un peu de quel public tu as pu rencontrer à travers ces différentes expériences dans le canton de Vaud, à Yverdon, à Fribourg, mais même au Nouveau Monde ou à Frisson, comment le public évolue, change aussi peut-être un peu? Je pense qu'une des forces des musiques actuelles, c'est qu'elle réunit des publics très divers. Principalement parce qu'en fait, de la musique, on y est confronté tout le temps. On va dans un magasin, il y a de la musique. Enfin, je veux dire, même si on n'a pas envie d'en écouter parce qu'on l'a choisi, en fait, on nous l'impose quand même à peu près partout. Fait que dans les lieux, donc autant les festivals que dans les salles, on se retrouve vraiment avec des publics très variés. Mais n'empêche que ça reste des lieux quand même institutionnels où en fait on rencontre évidemment, comme tout lieu culturel, des barrières diverses et variées. Mais je dirais que autant en termes de... Ouais, c'est toujours très compliqué, c'est très touchy un peu comme question parce que je vais pas mettre les pieds dans le plat, mais je dirais qu'en termes d'âge déjà et en termes de genre, en termes plus ou moins, vraiment je dis plus ou moins parce que c'est pas complètement vrai, mais de classe sociale, on peut toucher assez large. Ouais. Et après, on entrera dans la question des barrières. Donc là, je rentrerai volontiers plus en détail. Mais disons, je pense que ça, c'est quand même un truc assez chouette des musiques actuelles. Et puis, je pense que nous, nos débats, ils sont plus dans le truc de comment jauger entre le mainstream, et je le mets vraiment entre grands guillemets, parce que ça veut tout et rien dire, mais entre la culture presque un peu plus populaire que la culture de niche. Et puis,
bah justement, ces questions-là, elles sont très liées au public. C'est que, est-ce qu'on fait ça pour convenir à tous les publics, ou alors on fait ça parce que c'est artistiquement quelque chose d'intéressant, ou enfin voilà, toutes ces questions, elles entrent en jeu, en tout cas dans toutes les structures où j'ai travaillé, c'est vraiment ça qu'on se posait le plus, quoi. Plus comme question, quoi. Mhm. Ouais, intéressant. Et bah toi, Laurence, tu as une expérience aussi justement plus internationale avec d'autres langues aussi. Est-ce que Ouais. tu vois aussi une influence par rapport à ça face au public que tu as pu rencontrer? C'est vrai que moi j'ai souvent gravité dans des cercles parfois aussi très de niche, un peu comme ça, Mhm. très indépendants, très avant-gardistes, et puis où il y a un public souvent de professionnels ou d'artistes, de Forest Bios, un peu comme ça. C'est un peu le risque aussi parfois de ces scènes-là Ouais, des plus personnes déjà plus conquises. pointues, où il y a vraiment beaucoup de professionnels, beaucoup de Mhm. personnes qui sont déjà vraiment très, on va dire, acquises à la cause. Après, j'ai pu dériver et justement arriver dans des lieux, dans des villes, avec des missions aussi publiques, et puis en fait avec des travaux aussi de médiation pour justement que la programmation soit le plus accessible aussi possible, malgré l'exigence. Et aussi, grâce à l'exigence, moi je pense aussi que Mhm. ce qui est pointu, enfin je défends ça, je pense que je prends les gens, en tout cas en tant que programmatrice, je prends mon public au sérieux. Et du coup, voilà, le public est très divers. Et je pense, bah là, celui du Belluaire Boulevard, qui est aussi peut-être un peu différent, peut-être parce que c'est un événement qui est assez fédérateur, c'est au début de l'été, parce qu'il existe depuis 40 ans, parce qu'il est dans l'espace public, parce qu'il est dans un monument, qu'il est en plein air, et que tout ça aussi crée une autre relation, c'est vrai, au public, même si je suis très soucieuse de cette dimension de relève aussi dans le public. Et c'est un aspect qui me tient pas mal à cœur aussi, c'est de permettre aussi à la nouvelle génération de se sentir adressée par cette Mhm. programmation, par notre travail en fait. Ouais. Alors on voit qu'il y a déjà justement des éléments qui vous touchent, des choses auxquelles vous faites un petit peu attention, que vous avez déjà un peu identifié, justement quelques éléments qui pourraient poser un peu des barrières ou des obstacles à justement la fréquentation des publics. Et puis je voulais sortir une statistique par rapport à ça. Donc là, j'ai justement un peu documenté ce qu'on va parler. Je me suis basé sur quelques justement documents, notamment les statistiques de la culture en Suisse qui datent de 2018. Culture 2030, qui est le rapport qui est issu des assises culturelles de la ville de Fribourg, enfin des environs de Fribourg. Et puis divers manuels, notamment promouvoir la participation culturelle, qui a été publié par le Dialogue culturel national. Et puis le rapport sur les publics culturels aussi de la ville de Lausanne, qui a aussi été publié en 2018. Et puis là, dans ces statistiques-là, on a pu voir justement que dans les barrières, il y a 50% des sondés qui énumèrent comme obstacle le temps à disposition, 35% de ces sondés qui évoquent les moyens financiers, 30% des personnes la distance trop grande à parcourir pour aller justement fréquenter des lieux ou des événements. Et puis il y a aussi quelque chose justement qui est ressorti là plutôt du côté de Lausanne, mais c'est le fait que le public n'avait pas l'impression de faire partie de l'événement, du lieu, de la culture qu'il y a aussi un petit peu autour de ces événements ou de ces lieux. Et moi je voulais vous poser comme première question un peu pour rentrer vraiment dans le débat. Enfin, l'idée c'est pas ni de râler, de dire il faut qu'on ait plus de public, est-ce qu'on pourrait vite tomber dedans, mais de justement dire qu'est-ce que vous avez identifié un peu comme mesure, ou bien qu'est-ce que vous entreprenez un petit peu pour essayer de réduire un peu ces barrières, pour essayer de travailler un peu à ça. Et puis développer aussi peut-être la motivation des publics. Il y a un peu ces deux côtés, je pense, réduire les barrières et puis augmenter la motivation directement, quoi. Je sais pas si... Voilà. Elle est pas mal, celle-là, elle était un peu Ouais, longue, elle hein. est dense. Ouais. Ouais, elle est dense. Je sais pas, peut-être très spontanément, là je commence peut-être par cet aspect. Enfin, c'est une mesure qui avait été mise en place par une personne qui travaillait avant moi dans le festival, mais je pense qu'il y a quand même. C'est une mesure d'accessibilité tarifaire. Voilà. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui nous tient à cœur au Belluaire, c'est que les spectacles soient un prix en fait qui soit pas excessif, permettre en fait à toute bourse de pouvoir payer 15 francs puisqu'il y a un tarif unique, et que en fait qu'on vienne voir une rockstar, pas vraiment de rockstar, mais qu'on vienne voir une grande compagnie, où il y a 10 personnes sur scène qui viennent du Liban, ou qu'on vienne voir un ou une jeune artiste, on va payer ces 15 francs, puis en fait on sera là pour vivre
ce moment, comme on pourrait finalement acheter un paquet de cornettes et 3 aubergines à la COP. Et puis ça, du coup, j'espère que je sais, parce que en tout cas dans les arts vivants, ça peut être très très cher d'aller au spectacle. Et du côté de la Suisse allemande, enfin je vais pas donner de contre-exemple, mais je sais que ça peut être parfois très justement un luxe, quoi. Et du coup ça c'est pas l'idée. Donc ça c'est une des mesures. On va dire juste déjà que ça soit un peu à la portée de toutes les bourses, je l'espère. Puis qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. Donc il y a celle-ci, mais il y a aussi cette mesure des tickets suspendus. Donc c'est comme les cafés suspendus. Quand on a peut-être parfois plus de moyens, on peut volontiers comme dire je laisse un ticket pour qui en a besoin, qui en a envie, sans que ça soit... c'est plus un geste comme ça solidaire. Et puis après, il y a des mesures... je sais pas, on essaye d'être justement le plus invitante possible, et puis de s'adresser au plus de public possible. Après, on réunit jamais tout le monde. Et puis c'est clair que je pense que la velléité d'un festival, c'est de rassembler. Et puis de rassembler... tout type de génération, tout type d'origine. Et après, il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même des facteurs sociologiques qui mènent un certain public de manière plus évidente à aller au spectacle après le travail, à avoir les conditions et la disponibilité mentale, intellectuelle pour se dire « Ah tiens, je vais au spectacle » après avoir travaillé 8 heures. Et puis, en fait, ça, c'est clair que c'est plus systémique, on va dire, comme prédisposition. Mais à travers la programmation, il y a cette envie justement de pouvoir s'adresser à toutes et tous. Mais là, c'est peut-être quelques pistes, quelques tentatives. Il y en a des multiples, et je pense qu'à Frisson, vous en menez aussi, quoi. Moi, je pense que la question tarifaire, elle est assez centrale, mais nous, elle l'a été aussi beaucoup parce qu'on sait qu'on a un contenu qui vise beaucoup des très jeunes, beaucoup de gens qui viennent à partir de 16 ans, c'est un des premiers lieux de sortie. Voilà, donc c'est clair que... Mais alors là, pour le coup, la question tarifaire, elle est un peu différemment qu'au Belluaire, où il y a un tarif unique. Nous, elle est vraiment faite en fonction du contenu qu'il va y avoir sur scène, et puis de combien ça va nous coûter à nous. Et du coup, ça s'évalue par rapport à ça. Même si, encore une fois, on essaye de pas réfléchir en termes de bénéfices qu'on peut se faire sur les entrées. C'est vraiment le strict minimum pour que ça couvre nos frais, quoi. Avec évidemment des estimations de combien de personnes on imaginait avoir. Enfin voilà, c'est tout un savant calcul. Mais la question tarifaire, elle passe aussi par justement avoir des tarifs spéciaux aussi. C'est-à-dire que il y a la carte culture Caritas qui est quand même qui est importante. Il y a des prix réduits pour les étudiants. Il y a des prix réduits AG culturel. Voilà, on a un nombre de prix. Même moi, des fois, je m'y perds et que j'oublie certaines réductions qu'on a. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on essaie vraiment en tout cas, de faire en sorte que tout à chacun et chacune puisse à un moment ou à un autre avoir accès à la salle. Après, encore une fois, là où c'est un peu différent par rapport à la question du Belluaire, c'est que nous, on a pas la moitié, mais presque d'événements qui sont des événements festifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contenu culturel derrière, disons, mais qui sont plus là, en tout cas moi que je qualifie quand même d'événements où on est plus dans la cohésion sociale et dans la rencontre, que vraiment dans le fait de payer pour voir du contenu culturel, même si indirectement on amène quand même les gens à en voir, quoi. Et donc là, les gens ne réfléchissent pas de la même manière quand ils dépensent de l'argent. Ils dépensent de l'argent plus pour justement rencontrer des gens, pour retrouver ses potes, donc c'est encore des logiques différentes et j'ai pas l'impression que la question du prix soit une vraie barrière pour ces événements-là, parce qu'on tourne autour de 5 à 15 francs. Donc voilà, ça reste assez, il me semble. Après, il y a quand même des gens qui me disent, non, je suis pas venue, voilà. Mais à un moment, c'est une question aussi, c'est un peu terrible à dire, mais des fois de priorité aussi. Et puis à côté de ça. Ça dépense des sommes complètement astronomiques au bar, donc des fois ça me fait un peu sourire aussi. Voilà. Mais après, c'est plutôt aussi, moi je pense qu'il y a beaucoup qui passent par la communication quand même. Bêtement la rédaction des textes des artistes, des petites choses comme ça, de justement comment intéresser les gens, comment les affiches qu'on met dans l'espace public, le type d'événement, des fois de sortir de ses murs aussi, tout d'un coup de voir Frisson apparaître dans un autre lieu, ce qu'on fait pas beaucoup d'ailleurs, mais c'est plein de réflexions, c'est des fois aussi bêtement ce qu'on propose à boire au bar. C'est les prix qu'on a au bar aussi, c'est de nouveau la diversité du contenu culturel en termes d'inclusivité, de dire on essaye d'avoir des contenus qui ne sont pas forcément représentés ailleurs.
de bosser nous avec Frisson, ce qu'on fait. Des fois, j'oublie parce que c'est tellement inscrit à Frisson, mais en fait, ça fait partie aussi des mesures d'accessibilité. C'est de travailler avec énormément de collectifs fribourgeois qui, en fait, eux, vont proposer des contenus dans la salle et qui, eux, ont leur réseau d'un réseau qui n'est pas forcément habitué à venir à la salle. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Ouais, ça ouvre aussi un peu les portes, justement. Oui, je crois, il me semble, en tout cas. Et typiquement, d'adapter aussi sa communication en fonction de style de musique. On va pas faire la même communication pour un concert de rap que pour un concert de rock. Enfin, voilà, c'est d'essayer de toucher les publics un maximum et puis d'aller les chercher. Mais j'oserais jamais dire que c'est acquis et qu'on le fait bien. Enfin, c'est très dur de savoir. Et plus j'avance à Frisson dans les années, plus je me rends compte du nombre de barrières qu'on a encore. Et du nombre de steps qu'on a. Et c'est des fois assez déprimant. Puis en même temps, bah voilà, ça va, on a quand même du monde globalement. Oui, et je pense que c'est pas non plus. Enfin, c'est quelque chose qui évolue à travers le temps et puis qu'il faut trouver un peu un équilibre entre vous aussi, votre propre survie en soi. Il y a aussi un élément de dire, bah non, on a quand même besoin de fonctionner, on veut être le plus possible accessible, mais il y a quand même des contraintes à respecter, quoi. C'est un peu ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de constamment se poser ces questions. Ouais. En fait, vraiment, c'est de jamais oublier à quel point il y a des barrières et de pas tomber dans cette bulle un peu et d'entre-soi de culture. Je crois que c'est juste important de l'avoir en tête, quoi. Ouais. Mais peut-être que ça va un peu dans le même ordre d'idées, mais je pense qu'il y a aussi une dimension, c'est cette dimension tout simplement du lien et de la connaissance. Puis le fait, moi je vois par exemple mes voisins qui n'étaient jamais venus dans cet événement alors qu'ils sont fribourgeoises. Bah, le fait de me connaître, le fait que juste que tu dises, ah non mais viens voir ça, n'aie pas peur, ça ira, ça va être, enfin, donner quelques informations. Des fois, en fait, j'ai remarqué aussi le public adore qu'on le prenne un peu par la main, puis qu'on s'en occupe, et puis qu'on lui dise, mais en fait, viens voir ça parce que je te connais un peu, puis en fait, tu verras, ça, en fait, tu vas adorer. Et juste d'être un peu... Ça personnalise aussi un peu l'invitation, voilà, vraiment quoi. Dire aussi, c'est quelque chose qui me semble pourrait te plaire pour ces raisons, puis le faire un peu sur mesure. Après, ça demande effectivement beaucoup plus d'engagement parce qu'on ne peut pas le faire sur mesure pour tout le monde. C'est un peu difficile, mais je pense que cette question du lien, et puis des liens des personnes avec lesquelles on travaille ou qu'on programme dans nos espaces, sont super importants pour faciliter cette invitation aussi. Un peu. Ouais. Moi, je voulais revenir juste un peu sur la question un peu du tarif, qui est intéressante, parce que c'est aussi, j'ai l'impression, souvent un petit peu des idées reçues. Mais enfin, si on regarde encore une fois les statistiques, juste pour illustrer, celles qui viennent de Lausanne, justement, nous disent qu'il y a des événements à Lausanne, par exemple le festival de la Cité, la nuit des musées, ou d'autres événements comme ça, qui sont en général gratuits et très, très accessibles. Ils touchent quand même une partie de la population, 14% dans les statistiques lausannoises, qui se rendent uniquement à ces événements-là. Et c'est sûrement parce que justement il y a cette gratuité ou cette accessibilité. Et puis on a un peu cette idée reçue que moins c'est cher, plus il y a des gens qui viennent. Mais je sais pas si justement vous avez des expériences par rapport à ça, où vous avez justement varié votre politique de prix, où vous avez essayé de faire un effort dans ce sens-là, et puis vu justement constater un résultat ou non. Parce que on parle souvent du prix et c'est souvent la première chose qu'on peut pointer du doigt un petit peu pour dire ah bah voilà c'était trop cher donc je suis pas venu, ou bien c'est pas accessible parce que c'est trop cher. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a vraiment plus de gens qui viennent quand c'est moins cher ou quand c'est gratuit selon vous, selon vos expériences? Moi, j'ai travaillé quelques années pour un festival qui s'appelle le Castrum à Yverdon, qui est un peu le même modèle que la Cité, mais à taille un peu plus réduite. Donc, quand je dis un peu le même modèle, c'est-à-dire que c'est pluridisciplinaire et puis c'est dans l'espace public. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important, l'espace public. Un festival comme la Cité, ça prend énormément de place dans toutes les rues de Lausanne. Et en fait, qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, on va y être confronté. Le Castrum à Yverdon, c'est la même chose. C'est en plein centre-ville et en fait, les gens vont l'entendre, vont voir. Il y a énormément aussi de bénévoles qui gravitent autour et des centaines. Donc, en fait, c'est toute une ville qui est mobilisée pour un événement. Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est une question de politique culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la ville qui a décidé d'investir beaucoup de moyens. Enfin, beaucoup, on s'entend, c'est malheureusement jamais assez, mais qui a décidé d'investir en tout cas pas mal de moyens pour rendre la gratuité possible. Parce que malheureusement, dans les lieux comme les nôtres, c'est pas possible, en termes budgétaires. Et donc, c'est un vrai statement de dire, bah voilà, on offre ça à la population, et c'est souvent une population locale d'ailleurs. Alors la Cité avec les années, ils chopent un public aussi un peu de partout, mais à la base c'est vraiment ça, c'est un événement pour les Lausannois, les Lausannoises, ou pour les Yverdonnois, Yverdonnoises, qu'on offre à la population et on le met dans l'espace public. Je pense que ça c'est un point extrêmement important de pourquoi les gens se rendent à cela et pas à d'autres.
Évidemment que la question de la gratuité, elle est importante, mais en l'occurrence au Castrum, une partie des événements sont payants, mais en fait, le public, c'est des événements qui sont souvent complets, parce que les gens sont là, dans l'espace public, puis ils se disent « Ah, mais en fait, il y a ce truc qui commence maintenant, je prends vite un billet et j'y vais. » Et c'est pas la question du prix qui les repoussait avant, c'est plutôt le fait d'être là, ou bien de pas se sentir accueilli, etc. Là, ils ont passé une journée entourés de gens qui leur ont dit « mais moi, je vais aller voir ça après, viens avec. » C'était vraiment pas la question tarifaire. Et je pense que c'est important, vraiment, le fait d'être posé dans un espace public. Et je pense que par rapport à Frisson, nous, on a aussi le fait d'être là depuis 40 ans, qu'à peu près, je suis pas à Fribourg depuis longtemps, mais j'ai l'impression que n'importe quelle fribourgeoise ou fribourgeois que je rencontre a un jour travaillé à Frisson. et du coup, ça appartient à tout le monde. Vraiment, c'est assez dingue. Et du coup, il y a des gens qui sont vraiment capables de mettre beaucoup d'argent parce que c'est Frisson. Enfin, c'est vraiment l'appartenance des gens, du local, l'attachement avec vraiment des gens au lieu, quoi, je crois, beaucoup. Après, sur ces questions de gratuité, parfois, moi, j'avais aussi fait l'expérience au Théâtre de l'Usine, où j'étais programmatrice par le passé, de voir, en fait, que parfois, il y avait un désengagement. En fait, parce que c'est gratuit, du coup, je viens pas, ou je pars parce que je m'ennuie après 5 minutes. Et que, en fait, cet aspect-là, il m'a aussi questionnée. Puis, en fait, j'avais l'impression que parfois, que le prix libre, les gens étaient vachement plus avenant en fait à se dire je soutiens, ça me fait plaisir de mettre 20 francs pour voir ce spectacle et en fait j'ai le choix ou alors parfois non, je peux pas mettre plus que 20 centimes mais c'est ok, puis en fait ça fait partie aussi de juste du petit geste symbolique lié à qui engage après c'est toute la question de l'argent et de la valeur et tout ça, mais en même temps ça permet symboliquement de sceller un petit engagement en fait entre le public et la proposition artistique quelle qu'elle soit en fait. Ouais, c'est important cet aspect quand on fait un événement gratuit, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au contenu qu'on propose aussi, à quel point on le valorise ou pas, c'est aussi intéressant. Et là il y a un vrai travail de médiation et de communication à faire des institutions là autour, mais moi j'ai fréquenté beaucoup la Cité par exemple et je me suis retrouvée des fois devant des concerts où ça cause dans tous les sens, c'est très dur de rentrer dedans, mais justement parce qu'il y a ce désengagement aussi par rapport au contenu qui est proposé. Et ayant grandi à Lausanne, c'est vrai que moi c'est un des premiers festivals où je suis allée, comme à la Nuit des musées, tu vois, avant d'être vraiment une professionnelle du milieu, c'est vrai que c'est des événements qui permettent de découvrir et puis en fait de découvrir aussi avec une forme de légèreté. J'ai l'impression que l'acte d'entrer dans une salle de concert, une salle de théâtre ou un musée, peut-être parfois il y a quelque chose de plus... C'est un statement, quoi. Et puis le fait d'être dans les rues d'une ville en été ou même des fois j'observe au Belluard, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui me disent je viendrais boire un verre. Et puis je lui dis sympa, mais en fait tu peux aussi entrer dans une salle et puis en fait il y a quand même toujours cette barrière symbolique aussi, je pense, par rapport à la peur de l'inconnu, et qui pour moi est une source d'excitation, et j'aimerais bien qu'elle le soit pour beaucoup de gens parce que c'est tellement bien l'inconnu. Mais que en fait c'est vrai que pour y arriver, pour être dans cet état de disponibilité aussi, il faut je pense peut-être juste se rendre compte qu'on n'a pas grand chose à perdre, si ce n'est peut-être s'ennuyer un peu, et encore j'ai l'impression même oui mais en fait je trouve qu'il y a toujours quelque chose à prendre de cette expérience sensible. C'est clair. Et justement, par rapport aux motivations des personnes à justement fréquenter les lieux, les espaces, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent justement vouloir chercher à se sortir du quotidien, se distraire, se divertir en allant dans un lieu ou en fréquentant un événement. Et c'est une des motivations principales, j'imagine. Et comment est-ce que vous, en tant que programmatrice et puis directrice respectivement, alors à Frisson on n'utilise pas le terme directrice, mais voilà, dans l'idée, comment est-ce que vous abordez justement cette question-là de se dire on va essayer d'offrir quelque chose qui soit suffisamment divertissant, que les gens viennent, quel est votre rapport un petit peu par rapport à ça? Parce qu'on peut se dire justement les personnes viennent boire un verre pour se divertir mais n'osent pas forcément rentrer dans la salle parce qu'elles ont peur d'aller plus loin en fait dans un acte et d'être confrontées à une œuvre, à une pièce ou autre. Et comment est-ce que vous abordez ça un peu dans vos programmations Bon là je pense encore une fois c'est très différent dans les lieux qu'on gère avec Laurence, mais parce que moi du coup il y a pas, tu viens ou tu viens pas quoi, il y a pas cet entre-deux de pouvoir encore choisir à la dernière minute. J'ai jamais vraiment compris cette espèce de gros mot, comme disent certains, de divertissement. Ça me dépasse, dans le sens ça me dépasse un peu parce que peu importe comment, en fait c'est tellement propre
à chacun et chacune d'entre nous de savoir comment tu considères la consommation culturelle. Ouais, un petit peu. Mais évidemment qu'il y a des gens qui viennent juste se divertir, d'autres qui viennent parce qu'ils recherchent des réponses à des questions ou Ou la alors parce que c'est curiosité, hyper la hype et découverte, puis voilà, enfin aussi. vraiment on a tous et toute notre manière de s'intéresser à ça. Il y en a qui sont hyper curieux, puis du coup qui vont tout voir. Il y en a d'autres qui sortent 2 fois par année. Enfin, moi, je me suis toujours dit, quand des fois je perds un peu sens, pendant la période du Covid d'ailleurs, c'était souvent le cas, quand on perdait un peu sens à donner autant d'énergie à faire le métier qu'on fait, qui est, soit dit en passant, incroyable, hein, mais des fois on perd sens, puis on donne beaucoup d'énergie, des fois, puis on se demande pourquoi. Bah, je me dis toujours, purée, mais moi j'ai la chance extraordinaire de rendre, alors pas que moi, on est évidemment toute une immense équipe, mais de rendre 50 000 personnes en bonne année heureuses. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment, il y a toujours quelqu'un qui va avoir un sourire dans cette salle, ou alors, en tout cas, être questionné, ou alors, et la question du divertissement, elle est géniale. Si dans une société dans laquelle on est, qui est régie par un milliard de trucs vraiment pas drôles, eh ben, en fait, nous, notre rôle, c'est de sortir de ça, puis d'un moment à un autre, se divertir quelqu'un. Yes, quoi. Enfin, et moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Peu importe le contenu, peu importe chez moi si on est dans de la niche ou pas, égal, je trouve ça extraordinaire. Et c'est un truc que j'essaie de me rappeler tellement souvent, et que j'essaie de rappeler aussi aux équipes ici tellement souvent, parce que, enfin, waouh, quoi. Enfin, et en fait, arrêtons avec ce truc de. C'est comme aussi. Enfin, c'est tellement subjectif de savoir si un contenu culturel il est bon ou pas. Enfin, nous, on Bien a des sûr. fois cette lourde tâche de devoir choisir à un moment et puis de devoir imposer aux gens, en fait, quelque chose. Alors, ce qui est des fois cool et des fois moins cool, mais peu importe, en fait, peu importe ce que c'est. Peu importe, même si c'est des gens. Enfin, un contenu qui nous fait pas forcément plaisir. C'est de divertir les gens, et ça, c'est vachement Mhm. important dans une société comme la nôtre, C'est quoi. vrai que c'est un bel angle de se dire, bah voilà, par rapport à ce stress aussi de devoir programmer, de devoir aborder ces questions-là et de se dire, mais est-ce que ça va plaire ou pas? Mm. Bah, au final, c'est simplement de se dire, bah, tant qu'il y a quelques personnes qui sont là, qui sont heureuses et tout, c'est gagné, quoi. Même quand Ouais. ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous arrive évidemment d'avoir des événements où on a très peu de gens. Mhm. Je l'ai encore vécu vendredi soir où c'était un des concerts dont je me réjouissais le plus. On était 30 staff compris dans la salle. Puis après, je suis là, mais en fait, si ces 30 personnes-là, elles ont aimé, ben c'est OK. En fait, c'est OK, c'est C'est déjà même ça. parfois plus précieux, j'ai Oui, l'impression. oui, parfois, ouais, 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 Parce qu'il y a complètement. un peu ce petit côté hyper intimiste. Ouais, et- ouais, à fond, Ouais. à fond. Mhm. Voilà ma réponse sur la question du divertissement. Ouais. Et oui, c'est vrai ce que tu disais aussi au début. Ben, justement, toi, Laurence, c'est plutôt un festival, c'est une période donnée, comme tu disais aussi là avant. Et puis, ben, je pense qu'il y a toute une autre dimension par rapport à ça, en disant, bah voilà, il faut Mhm. que les choses soient cohérentes aussi entre elles. Oui. Euh, C'est vrai qu'il y a le festival, j'essaie de le penser un peu comme avec une dramaturgie, mhm, comme raconter une histoire que les gens peuvent prendre de manière fragmentaire, peuvent lire une ligne ou tout le bouquin, mhm. et puis qu'en fait, ça soit en tous les cas consistant, enfin qu'il y ait quelque chose qui se passe pour elles, eux, au moment où ils s'arrêtent sur ces pages-là. Mhm. Et puis c'est vrai que moi, la plupart du temps, bah, je suis quand même spectatrice, et puis le fait d'être spectatrice professionnelle, bah, c'est aussi essayer d'être dans un rapport d'empathie avec notre propre public, et puis que ce qui pour moi était vraiment très fort en termes de ressenti, ça n'arrive pas si souvent, hélas, mais que quand je peux l'inviter et le partager, ben ça aussi c'est merveilleux. Et puis après nous on fait aussi beaucoup de création, donc il y a beaucoup de sauts dans le vide, Mhm. puis beaucoup d'élan Oui, je voulais te poser la euh, question aussi de vers comment ce ça fameux influence ça. inconnu encore Ouais. une fois. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup des postures aussi de programmation, de se dire, bah, nous, on prend le risque d'inviter des jeunes artistes, de laisser une scène sans savoir exactement ce qui va se passer, mais de nouer un dialogue. Et puis moi, je dis toujours aux gens, c'est pas grave, tu peux rater. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on ait tenté cette chose-là C'est ça. ensemble. Et puis, Mhm. on fait en sorte juste que ce soit le plus bienveillant et au niveau des conditions de travail et puis le plus propice en fait à ce que les artistes puissent arriver puis se sentir à même de partager ce qu'elles ont à partager avec le public qui découvre aussi avec elles, eux, quelque chose de nouveau, quelque chose qui Mhm. naît. Et ça, je crois Mhm. que c'est ça aussi qui est beau dans la création, c'est ce côté un peu de première, de Mhm. voilà, ensemble, on se dit mais qu'est-ce qu'on a vu. Et il y a aussi un autre aspect qu'on peut aborder aussi dans notre région particulièrement, c'est l'aspect de la langue. On est vraiment entre deux langues et puis bah, il y a aussi Ganarov. ce clash un peu entre deux publics qui sont peut-être, souvent en tout cas on a l'impression, très différents. Comment est-ce que vous
vivez ça, quels efforts vous mettez en place justement pour essayer de faire un peu, j'imagine, se rencontrer et partager ces deux publics dans un même endroit. Enfin, en tout cas, c'est toute une autre communication, un autre mode de communication à adopter, j'imagine. C'est vrai, nous, en tant que festival pluridisciplinaire, on est aussi amené à accueillir du texte et de la langue, alors pas que forcément du français, il y a aussi de l'arabe ou de l'anglais, et que ça nous amène à effectivement tout tenter de surtitrer, ou en tout cas de rendre ça accessible de façon bilingue. Et c'est un gros boulot, on va dire qu'on ne se facilite pas la tâche, mais que ça fait partie justement d'être dans une ville bilingue, une région, un canton bilingue, et puis... que les gens de Berne, Zurich ou d'ailleurs puissent aussi venir dans ce festival sans se sentir complètement perdus. Et puis, du coup, c'est tout un travail de traduction qui est mené aussi au niveau de la communication. Du coup, tout ce qu'on dit, on le dit en 2, voire 3 langues. Et puis, il y a ce souci-là. Après, ça pose beaucoup de questions. Je trouve la question de la traduction, surtout en termes de pratique artistique. On s'est rendu compte, là, en travaillant avec une traductrice, qu'elle traduisait de manière très fidèle, mais justement pas forcément l'esprit. Et puis que ça aussi, c'est très propre à... une plume, une manière d'écrire, on ne dit pas la même chose dans les deux langues, avec les mêmes mots. En français, on ne s'exprime pas avec les mêmes constructions de phrases qu'en allemand. Il y a des concepts qui sont inexistants ou alors polysémiques dans une langue et pas du tout dans l'autre, et que ça nous amène toujours en tout cas à prendre pas mal de temps, j'ai l'impression, mais on le fait, et on est aussi soutenu pour le faire. Et puis c'est vrai qu'après, il y a des formats, par exemple, chorégraphiques ou musicaux, ou performatifs, où la langue est peut-être moins une priorité dans l'accessibilité à la forme, en tout cas. Et voilà, un peu comment on navigue, nous, en tout cas, du côté linguistique. Je sais. Transition toute faite avec le fait que la musique est assez universelle et que nous, effectivement, on est moins confrontés à cette problématique, ou en tout cas, le surtitrage n'existe pas. Alors peut-être qu'il serait intéressant à imaginer une fois, mais, mais on n'a pas, effectivement, non. Par contre, effectivement, l'enjeu, c'est plutôt la communication nationale, mais aussi dû à la taille de la salle. On ne peut pas compter sur un seul public, en tout cas, on ne peut pas compter sur Fribourg. On doit absolument avoir du public qui vient de partout, et donc on doit faire une communication nationale, et fait que c'est des sacrés enjeux. En fait, ça double presque le travail de la communication. Je me rends compte vraiment, en ayant travaillé sur Vaud, c'était pas du tout le cas. Là, c'est vraiment c'est central. Et en fait, l'autre truc qui est intéressant dans la question du Röstigraben en Suisse, c'est que, alors là, on observe assez clairement quel concert fréquente le public suisse-allemand et le public suisse-roman. C'est vraiment deux contenus très différents. Et en fait, du coup, là où on doit faire vraiment très attention, c'est avoir dans l'équipe des personnes suisses-allemandes et des personnes suisses-romandes. Parce que sans ça, moi, je tombe des nues encore. Je travaille avec une programmatrice actuellement suisse-allemande et à l'époque, un programmateur suisse-allemand aussi. Et en fait, des fois, il me sort des noms d'artistes où je suis là, mais jamais de la vie, quoi. Enfin, et eux, ils me disent, non, mais Léa, on remplit avec ça. Et en fait, vraiment, c'est des trucs, c'est incroyable pour dire que c'est des artistes qui sont à 20 minutes d'ici et que soit je ne connais pas, mais qui vont remplir après, soit artistiquement me parlent moins, ou en tout cas, alors on ne fait jamais vraiment la programmation avec nos goûts artistiques, c'est quand même vraiment pas mal de critères différents, mais où je me dis, non mais alors ça, je trouve ça vraiment pas intéressant, puis en fait, ça plaît énormément à un public suisse-allemand, mais que j'aurais jamais imaginé en fait. C'est simplement un autre background aussi, je pense. Complètement. C'est vraiment... et même des gens avec qui j'ai l'impression d'aimer exactement les mêmes choses. Ma collègue justement de la communication, avec qui vraiment on a des mêmes influences musicales, etc. Et des fois, elle me fait écouter des trucs suisse-allemand, je suis là... Et idem à l'inverse, des trucs... Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et vraiment, en tout cas pour les têtes d'affiche, c'est souvent 80% d'un ou de l'autre. C'est rarement un 50-50... en termes de région, provenance, c'est hyper drôle. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est dommage justement de ne pas avoir une représentation plus ou moins égale des publics? Moi j'ai l'impression que nous on a quand même, il y a quand même une, je veux dire, je sais pas si une parité, on compte pas exactement qui, mais il me semble que il y a on quand fait même. Pas les coches, Non, mais que quand même il y a je sais que je vois des gens de Zurich à Fribourg quand il y a cet événement, le festival, et que il y a quand même, ou de Bâle, ou d'ailleurs en Suisse allemande, quoi, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un sacré
travaille aussi par rapport à la question de la mobilité des publics. Et que, en fait, autant à Fribourg, j'ai l'impression que les gens se déplacent volontiers à Lausanne, à Berne. C'est pas toujours le cas à l'inverse. Et que cette idée-là, je trouve en Suisse aussi, le rapport à la distance peut être parfois vraiment biaisé. Enfin, en ayant vécu justement dans des villes où on faisait facilement 1h, 1h30 pour aller voir un concert ou travailler, justement, moi je suis là, mais non, je vais à Genève ce soir, je reviens, je vais à Bâle ce soir, je reviens. Enfin, il y a cette question aussi après aussi le train ça coûte cher, oui, je sais. Mais en fait, il y a quand même une accessibilité, je sais pas, il y a des billets dégriffés, il y a en fait toute manière de se bouger, je dirais aussi, et que si nous on se déplace, je pense que ça peut aussi marcher dans l'autre sens, et c'est le cas déjà un peu. Je crois pour le coup on a, je pense, presque une parité à Frisson, mais c'est aussi dû à l'historique de la salle. C'est une salle qui a été créée par des Suisses allemands, donc je crois qu'à ce niveau-là c'est assez on bénéficie beaucoup de l'historique de la salle. Voilà, ouais. Et c'est une salle qui est bien posée, qui est connue à peu près de toute personne qui gravite, en tout cas dans ce milieu-là, en Suisse. Et nous, on a un truc que les arts vivants, de manière générale, n'ont pas forcément, c'est qu'on a ce truc de l'exclu. Pour les têtes d'affiche, en tout cas, les concerts où on a besoin de remplir la salle, c'est très rare qu'ils jouent... Souvent, ils jouent peut-être une fois à Zurich en plus, ou peut-être une fois à Genève, mais souvent, c'est quand même une exclue suisse. Et puis, du coup, fait qu'on a forcément... Enfin, les publics intéressés à voir ce concert se déplacent... de très loin, en fait. On a vraiment même des gens d'autres pays, des fois, qui viennent et autres. Donc ça, je pense c'est un peu différent de nouveau par rapport à d'autres domaines artistiques. Quoique, parce que c'est vrai que cette dimension de la... Enfin, je sais que moi, elle me tient pas mal à cœur, de la première Suisse. J'aime bien, en fait. C'est aussi l'envie de... Voilà, de dire, c'est aussi une manière de, comment dire, de se démarquer ou de se singulariser, de pas se dire, c'est le spectacle qui a déjà tourné dans tout le pays. En fait, de dire, voilà, nous, on est... Enfin, c'est là que vous pouvez le voir en premier, peut-être qu'il tournera encore, mais enfin, du coup, il y a quand même aussi cette quête, on va dire, tu vois, complètement. En tout cas, venez ici parce qu'en fait, c'est la première fois que vous pourrez le voir, ou l'unique date en Suisse. Et quand même, j'ai l'impression aussi dans les manières de faire, de rendre le public attentif à quelque chose d'unique, c'est aussi ça, un peu dire, voilà, ça tourne pas non plus, vous ne pourrez pas le voir dans... Enfin, il n'y a pas énormément de chances de voir ce groupe ou cet artiste... si ce n'est chez nous. Ça a aussi une influence. Quoi. Je pense que les deux aussi, on peut pas mal jouer sur l'espace qu'on a. Autant quand tu viens dans la forteresse du Belluard que même à Frisson, justement, avec ce côté un peu historique, etc. Enfin, moi, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui jouent dans d'autres salles, une fois à Zurich, une fois à Genève, mais dans des salles qui sont un peu plus aseptisées, si on veut bien. Et je sais qu'il y a des gens de Lausanne qui viennent plus facilement à Fribourg, malgré le fait que les trains, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller à Genève, parce que y a cette ambiance de frisson, etc. Et voilà, je pense qu'on peut aussi jouer un peu là-dessus. Il y a la mémoire des lieux, la mémoire des spectateurs, ça aussi cette dimension un peu affective aussi. Je pense qu'elle est forte. Et puis le truc un peu aussi, nous, pour le coup, d'être dans une forteresse médiévale, c'est aussi hyper atypique. La plupart des temps, les gens ils vont dans des boîtes noires. Et puis là, tout d'un coup, ils peuvent voir quelque chose dans des remparts médiévaux. C'est vrai que c'est aussi ces choses, ce qui nous rend un peu singuliers. Là, encore une fois, c'est des choses qu'on aime, je pense, un peu... défendre aussi en termes de paysage et de scène, quoi. Bien sûr. Totalement. Et puis, on a déjà abordé justement aussi la question un peu de la communication qui varie aussi justement en fonction des publics. Et je voulais vous demander aussi quelles mesures de promotion en soi sont les plus efficaces, les plus utiles et que vous utilisez aujourd'hui, ou peut-être pas encore. Et puis en quoi justement ces efforts de promotion ils varient selon les publics aussi que vous essayez de viser. Et puis vous avez aussi pas mal d'expérience, et puis peut-être que vous pouvez nous dire aussi un petit peu comment ça a évolué à travers le temps justement. Je pense que c'est ça tout l'enjeu, c'est l'évolution des manières de communiquer. C'est très dur. Justement, la personne qui s'occupe de la communication à Frisson, elle fait ça depuis bientôt 9 ans. Et elle disait, mais heureusement qu'on a des stagiaires plus jeunes qui la challenge aussi là-dessus, parce que elle fait pas le même métier. Elle a dû vraiment apprendre des nouvelles manières de communiquer. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Vraiment, je pense que c'est un vrai enjeu. Et puis après, les manières de communiquer, c'est toujours très subjectif parce que c'est très dur de quantifier, en fait, quand on fait une campagne d'affichage SGA, combien de personnes vont venir grâce à ça, ou quand on fait une campagne sur les réseaux sociaux, voilà. Après, je pense que c'est plutôt le ton qu'on donne à la communication, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, et puis nous, on fait une vraie distinction à Frisson entre ce qui est de la communication institutionnelle, donc vraiment liée à la maison Frisson, de la promotion
pur et dur d'événements, quoi. C'est vraiment deux choses assez différentes et on aimerait bien avoir le temps de faire plus l'un et l'autre d'ailleurs parce que c'est vraiment deux choses très différentes. Mais je pense que la communication d'une structure, elle donne l'opportunité à tellement de choses d'expression. Alors, je vais parler maintenant de la collaboration état des choses frisson sur notre affiche. Là, je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on sort totalement de la promotion d'événements, mais plutôt de donner l'opportunité à des artistes de collaborer sur un visuel qui va être exposé. Nous, ça nous permet justement de mettre ces artistes en avant, mais aussi de donner une autre image du lieu frisson, en fait. Ça, je pense que c'est vachement important. Et c'est un vrai espace aussi comment dire, artistique en dehors de nos lieux, en fait. Et que, du coup, qui a d'autres barrières, mais qui n'a pas celle du lieu. C'est ça. Et moi, ce que j'ai vu aussi avec ça, c'est que c'est intéressant parce que ces cartes, on les retrouve aussi partout, on en discute aussi un peu partout. C'est un vrai argument de discussion aussi autour de ce qui se passe dans ces murs, quoi. Ouais, et puis de faire passer des messages. Ça peut être aussi un peu politique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc très intéressant là autour. Et je pense que ça, c'est un truc qui va aussi développer de plus en plus, qu'on essaie un peu de faire, mais avec des ressources un peu des fois limitées, mais du contenu qu'on peut créer sur les réseaux sociaux. Ouais. Là, c'est un vrai espace aussi vraiment de création de contenu avant même de promotion, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'on va devoir les lieux culturels vont devoir vraiment s'adapter à ça. C'est une vraie opportunité, mais qui demande un peu de moyens au départ et un changement de paradigme dans la manière de communiquer. Enfin, est-ce que vraiment, encore maintenant, c'est un intérêt d'imprimer 2000 programmes par mois voilà, c'est des questions, on arrive moyennement à y répondre, mais c'est des vraies questions en tout cas. Moi, pour rebondir un peu sur les histoires de communication, c'est vrai qu'à l'époque où j'étais dans un lieu très alternatif qui pouvait faire peur aux gens, on avait tenté justement une campagne SGA où on se faisait complètement plaisir sur les affiches. C'est-à-dire qu'on mettait les affiches en fait qu'on avait envie de voir. Qu'on n'était pas genre spectacle bidule de telle date à telle date, mais on était plutôt, on était là, un cheval au galop. Oui, un cheval au galop, sérigraphié. Ou bien juste plus de nous, moins de je. On avait mis ça dans une affiche et du coup les gens aussi nous en parlaient, puis c'était des manières de nouer contact avec des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans cet espace, simplement parce qu'elles ont été interpellées dans la rue par Denver, le dernier dinosaure, ou un cheval au galop. Voilà, un cheval au galop, ou alors des messages plus activistes comme ça, qui donnaient aussi la couleur de ce qu'on faisait, ou en tout cas un état d'esprit, et qui amenaient les gens, comme ça, c'était aussi un peu des prétextes, quoi, pour les amener un petit peu à nous aborder, ou en tout cas à voir ce qu'on faisait de plus près. Et puis ensuite, là encore une fois, comme pour ce qu'on disait un peu par rapport au public et par rapport aux liens, et puis par rapport à faire venir des gens, j'ai l'impression que là encore, une communication qui est vraiment faite sur mesure, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Je vois presque des fois des choses vraiment manufacturées, où tu écris un post-it sur le programme que tu envoies, où il y a vraiment un soin qui est mis dans l'adresse et tout différent. Mais là encore, c'est des choses que vous avez faites aussi avec la revue, hein, ou avec des choses vraiment très sur mesure, enfin comme ça, qui sont faites avec soin. J'ai l'impression qu'il y a plus envie de s'intéresser à l'objet ou de le garder ou le conserver qu'une espèce de basique prospectus comme ça un peu neutre. Je pense que l'idée de l'identité graphique, pour moi, je pense qu'elle est aussi assez quelque chose qui m'intéresse, qu'on a aussi pas mal développé en discussion, toujours avec les mêmes graphistes depuis bientôt 10 ans maintenant, mais qu'on articule aussi différemment en fonction de, là maintenant, du festival. Enfin, on a plusieurs tentatives comme ça. L'année passée, pas de programme papier. Cette année, à nouveau des programmes papier. 9000 exemplaires. C'est aussi une expérience dont on fait aussi un peu notre autocritique à chaque fois. Je pense que là, du coup, on a vu ce que ça mesurait aussi en termes de travail rédactionnel et de délai. Mais puis voilà, franchement, on l'a pas nommé, mais Insta, je pense que d'une certaine façon, c'est aussi une manière de toucher des gens. Il y a beaucoup de gens, aussi des nouveaux publics, j'ai l'impression. Mais après, j'ai remarqué que ça pouvait être excluant pour les plus anciens, ceux à qui il faut écrire des lettres. Et du coup, de combiner, je pense aussi, encore une fois, de ne pas être que dans du monolithique, mais d'être aussi assez modulable et flexible dans les supports et un peu frais. Et puis, je sais pas, cette dimension du plaisir, de se faire plaisir avec des belles typos, des beaux papiers, un graphisme qui puisse un peu être enjaillant, quoi. Je pense que ça change aussi la donne que des communications institutionnelles un peu
soporifique. Ouais. Est-ce que vous distinguez aussi justement ces communications? Est-ce que vous dites, voilà, il y a vraiment un public cible, là on sait avec qui on veut communiquer, qui est intéressé, et puis du coup on fait ça pour eux, et puis là il y a un autre public, et puis du coup on fait ça pour eux? Nous, tout le temps. On a un plan promo par événement. Alors, c'est pas 150 plans promo parce que c'est 150 événements, mais disons, après par type d'événement, évidemment, pour tout ce qui est soirée techno, on sait qu'on va plutôt faire là-dessus et investir plus là-dedans. Voilà, ça, c'est évident que, par exemple, pour tout ce qui est du rap, on va pas essayer à tout prix d'avoir un artiste dans la liberté. Contrairement à un concert rock. Ça, c'est sûr, on est un peu obligé. Mais encore une fois, c'est beaucoup d'énergie et je trouve en termes de création de contenu, on nous en demande beaucoup. On doit être présent sur énormément de réseaux sociaux. On doit être. C'est très aussi. C'est assez anxiogène, je trouve, tout ça. Et chronophage. Ouais, c'est hyper chronophage. Et je pense qu'il faut faire un peu des choix à un moment. Et puis, on va forcément être critiqué. En fait, je crois la communication presque parfois pire que la programmation. En fait, c'est assez marrant, je trouve. Voilà, il y a des gens qui vont détester, il y a des gens qui vont adorer. Et puis, je crois qu'il faut être assez au clair avec ça. Et tant qu'on a constamment ces questions de remise en question, en fait, c'est ça aussi, hein. Comme tu disais, d'un coup une année on fait des programmes, une année on fait plus, et voilà, on assume après nos choix, mais je crois que c'est vraiment ça, c'est de constamment réfléchir à ça et d'imaginer de nouvelles choses. Je crois que c'est hyper important. Après, moi, peut-être que pour rebondir aussi là-dessus, j'ai l'impression qu'en Suisse, il y a un besoin, il y a un manque de relais journalistiques ou de vraies critiques culturelles. Et là, en tout cas, dans le milieu du théâtre, je sais que c'est effarant parce qu'il y a vraiment les mêmes personnes qui écrivent sur le théâtre depuis bientôt 30 ans, puis qu'il y a de moins en moins de place et qu'il y a de plus en plus de théâtre et de programmation, et puis qu'en fait, ça devient très, très difficile d'avoir ce relais-là. Et pourtant, je pense que vraiment, moi, je crois aussi vraiment encore dans le pouvoir de la presse, et puis justement aussi que c'est une façon de s'adresser à toutes sortes de gens qui ne sont pas sur des plateformes numériques. Et puis que là, je pense aussi, moi, je fais des fois un travail de me dire qui sont mes alliés. Et là, par exemple, je donne un exemple très concret. Je regarde souvent Arte Trax et du coup j'ai vu qu'un journaliste documentait systématiquement des choses qui m'intéressaient et du coup je lui ai écrit personnellement et il m'a répondu personnellement et je pense qu'il va venir. Mais du coup je pense que c'est aussi vraiment, encore une fois, je pense c'est aussi un effort énorme, dans cette quoi. Compréhension de dire qui est l'interlocutrice adéquat. Mais je trouve qu'en Suisse il y a vraiment là aussi une crise de la critique et je pense qu'on a besoin de gens aussi qui relaient ce qu'on fait, qui puissent être intermédiaires, tu vois, à des échelles plus grandes, dans des publics hyper bigarrés, quoi. Ça, c'est difficile. On a assez peur de ça aussi un peu en Suisse, de frustrer, d'avoir aussi un avis trop critique sur les choses, et puis on préfère juste un peu laisser vivre, relayer une information. La critique, ça peut être bien, en fait. La critique, ça peut être aussi... Ça peut être juste une manière de je prends le temps de réfléchir à ce que j'ai vu, puis je le mets sur le papier. Puis je vais un peu au-delà de ce que juste c'était bien ou pas bien, mais... Je pense aussi, moi, dans ce sens-là, je me pose une vraie question, c'est qui les critiques pour le public jeune, quoi. En fait, c'est quoi le média pour les plus jeunes, c'est quoi Parce qu'en fait, moi, je me rends compte maintenant que je suis très... j'ai une fausse pensée par rapport à ça. Moi, j'étais à peu près sûre que beaucoup de jeunes suivaient Tataki, par exemple. Je vais vraiment citer l'exemple le plus cliché du monde, hein, mais voilà, je le dis, c'est bon. Mais je me suis dit, oui, le public rap, mais en fait... Pas du tout. C'est-à-dire une partie, évidemment, mais globalement, c'est pas un média méga suivi par le public qui vient à Frisson. Donc, en fait, c'est aussi super dur de se mettre à la place des jeunes. Et là, j'en viens à un point très important que je voulais déjà citer avant, parce qu'il peut venir dans à peu près tout ce qu'on a discuté. C'est du coup la construction de nos équipes. Et je pense que ça, c'est vachement important, en fait, dans nos équipes, d'avoir cette diversité aussi là. Et en tout cas, moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide vraiment tous les jours d'avoir justement des personnes de l'équipe qui soient plutôt basées en Suisse allemande, mais aussi des gens qui ont plutôt 20 ans. Nos stagiaires, en général, ils ont entre 20 et 25 ans, mais même dans l'équipe aussi du staff qui bosse plutôt aux événements en soirée. Vraiment, d'avoir la plus grande diversité possible, c'est dur. C'est vraiment dur, mais vraiment de prêter attention à ça, parce que sinon, on est vite... on réalise pas. C'est hyper dur de savoir, en fait. C'est vachement... les médias des jeunes, les critiques des jeunes, des futures générations, à part Instagram, les influenceurs, influenceuses, TikTok, c'est-à-dire vraiment... Mais du coup, là, c'est du bouche-oreille, c'est vraiment des gens qui sont venus, qui vont en parler. Mais c'est compliqué de savoir. Non, mais je dis juste, sans vouloir faire mon ancêtre, mais c'est vrai que des fois, je regardais les archives du Belluard et dans les années 80, il y avait des articles qui étaient écrits, mais qui sont fabuleux. T'as envie de
pleurer tellement c'est beau ce qui est écrit. Puis en fait, je me disais, les gens regardaient. Enfin, non, ça sonne vraiment un peu nostalgique, mais il y avait... Enfin, je pense aussi que... Ouais, là, il y a peut-être quelque chose qui s'est perdu et qui devrait être retrouvé dans cette espèce d'outil presque plus artisanal, quoi. Bravo, t'as des choses. Oui, justement, je montre un peu du... merci, c'est cool. Ouais. Non, ça fait plaisir d'entendre ça aussi. C'est un peu l'idée aussi de base, de faire quelque chose qui ressemble plus à ce que les personnes de notre génération un petit peu recherchent, et puis pour pouvoir s'identifier aussi un peu mieux. Et puis s'exprimer, en fait. Aussi simplement. Ça, avoir son mot à dire, en fait. Il n'y a pas besoin d'être un ancêtre, quoi. Non, non. Ni un expert, en fait, ou experte. Je pense c'est vraiment... c'est des ressentis. Partager. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la culture, c'est des ressentis avant tout. Et puis que là-dessus, on n'est personne pour juger et pour faire ressentir quelque chose plus que d'autres à quelqu'un. Plus on partage et plus on voit aussi comment d'autres personnes perçoivent les choses, plus on est aussi sensible à des choses différentes, j'imagine. Une autre question, pas du tout en lien avec celle-là, mais qui est aussi très intéressante, c'est quelle politique culturelle permettrait d'attirer un plus grand public. Donc là, c'est un sujet très large, mais j'avais aussi envie d'y venir un petit peu, parce qu'il y a énormément de choses, bien évidemment le financement de la culture, mais à quel point en fait une politique culturelle différente, sans peut-être parler justement du financement, pourrait avoir une influence sur le public qui fréquente les événements ou les lieux. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup dit pendant le Covid, et puis avant même la question du financement qui me semble essentielle, c'est comment on considère la culture dans notre société. Pour moi, ça doit être d'utilité publique, au même titre qu'un hôpital ou une école. C'est vraiment. Et en fait, tant qu'on n'est pas là-dedans, et puis que... Donc, une idée de... le but, c'est pas de faire un bénéfice. De première nécessité, c'est vraiment ça. De juste de comprendre que c'est de première nécessité. C'est ressorti très fortement pendant le Covid. C'était pas le cas pendant... ça n'a jamais été le cas, en fait, en vrai. Juste à un moment, en termes d'aide, ça a été un peu plus le cas. Mais ouais, de la première nécessité. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis ça, c'est un vrai travail au niveau politique, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas gagné du tout. Non, on est un peu dans une époque où même les hôpitaux, on essaye de les rentabiliser un peu. Donc la culture, c'est encore bien plus loin. Et en fait, en Suisse, ça c'est aussi un truc très suisse, c'est que la culture, c'est marqué dans la loi. C'est marqué dans la loi que la culture doit être financée par le privé. C'est dans la loi, c'est national, enfin au niveau fédéral, c'est que l'État n'est pas là pour financer la culture. Alors oui, il y a des aides, mais la base, dans la conception politique de la chose, la culture est financée par le privé. Alors on a une méga chance à côté de ça en Suisse, c'est qu'on a beaucoup de fondations privées qui financent énormément la culture. Évidemment, la loterie romande en premier lieu, mais plein d'autres, et heureusement. Mais ça veut quand même dire que dans l'imaginaire collectif, la culture, ce n'est pas d'utilité publique. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça passe par l'éducation, ça passe par énormément de choses. C'est pas que des lieux comme les nôtres, c'est vraiment juste de manière générale comment elle est considérée. C'est ma réponse. Ouais, je suis hyper d'accord avec Léa. Et puis, avec cette idée de prioriser l'accès à la culture, son rôle, le mettre plus en valeur. Et puis oui, quand même, nous donner les ressources pour le faire. Quand même, quoi, ouais. Et puis, justement, s'il y a plus de ressources financières aussi, qu'est-ce que vous imagineriez pouvoir faire en plus ou différemment pour attirer les personnes ? Moi, je suis toujours très partagée pour cette question parce qu'en fait, il y a déjà un truc, j'ai l'impression qu'on pourrait, dans un premier temps, pas faire beaucoup mieux ou beaucoup plus. Parce que là, il y a des vraies lacunes, c'est-à-dire que les artistes sont payés pas bien. Les salariés sont payés pas bien. Globalement, les 152 personnes qui bossent à Frisson, je ne parle pas forcément que des gens qui bossent au bureau. Vraiment, généralement, les gens sont mal payés. Les artistes sont mal payés. On ne fait pas du tout d'efforts. Si on avait là, on pourrait juste se passer de certains sponsors. Il y a tellement de choses qu'on ferait déjà juste pour être dans une... je pense que ce ne serait même pas visible de prime abord, en fait. Donc, j'aurais un peu peur qu'on foute une sorte de pression de vouloir, de visiblement faire mieux ou plus, j'en sais rien. Je pense déjà de base, il y a des vraies lacunes à combler, quoi, qui sont énormes.
Puis après, on pourrait imaginer faire différemment. Évidemment qu'après, on rentre dans des questions typiquement d'écologie. Si on avait de l'argent, là, on pourrait mettre des panneaux solaires, par exemple. Enfin, non, mais il y aurait... je peux en parler pendant des heures de qu'est-ce qu'on ferait si on avait plus d'argent. Mais moi, là, foncièrement, ce qui me vient, c'est vraiment la question de la durabilité à Frisson. Et ça passe par la question sociale avant toute chose, des rémunérations et des conditions de travail de manière générale, quoi. Après, par exemple, si on dit Frisson aurait plus de sous, ou Belluard aurait plus de sous, est-ce qu'attirer un plus grand public, ça vous rapporterait aussi plus de sous? Et puis, ça vous permettrait justement de développer ces aspects de durabilité, sociaux et autres. Moi, j'ai pas l'impression que c'est dans les recettes, tout d'un coup, qu'on se dira, voilà, on sait, justement, on n'est pas orienté profit. Du coup, voilà, non, en fait, je pense que nous, on passe aussi une grande partie de l'année à pouvoir juste financer ce festival, à convaincre tellement de gens qu'en fait, on a besoin de ces ressources pour pouvoir faire ce qu'on fait. Et du coup, ça nous prend déjà énormément de boulot. Donc, en fait, si on avait peut-être un peu plus de ressources, on pourrait aussi simplement, je sais pas, prendre ce soin que je te disais, aller voir tout le monde ici, et puis d'être dans un travail justement peut-être plus minutieux de développement des publics, et puis sur les propres conditions de travail, améliorer aussi. Je crois que dans la culture, on reste quand même toujours des sacrés grands précaires du système salarial suisse sûr, aussi, et puis qu'il y a toujours cette espèce de salaire, de la passion qui est censée être un peu la contrepartie à tout ce que l'on fait. Puis en fait, non. Voilà. En fait, les gens s'épuisent et arrêtent et font des burn-out aussi dans la culture parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer leur loyer à la fin du mois. Enfin, moi, voilà. Donc, je pense... Après, effectivement, on pourrait faire encore beaucoup de choses. Enfin, la liste est longue de tout ce qu'on pourrait faire. C'est sûr. Avec plus. Et puis justement, tous ces petits efforts par exemple de bouche à oreille ou bien de choses comme ça qu'on met en place, ça touche aussi un petit peu presque à la médiation culturelle. Et puis, ma question par rapport à ça, c'était en quoi est-ce que la médiation culturelle, ça permettrait de rendre la culture plus accessible selon vous? Et puis, quelles mesures de médiation culturelle vous avez déjà en place ou bien vous aimeriez mettre en place pour aider à ça peut-être? Et on peut commencer déjà par cette question-là. Ouais, moi je peux parler d'un exemple que j'avais testé par le passé, qui était un format qu'on avait mis en place avec une collègue dans le milieu du théâtre, justement, qui était un format de warm-up aux arts vivants et qui permettait en fait de dire au public, si vous avez peur de vous faire une foulure mentale pendant un spectacle, venez juste peut-être une demi-heure à l'avance et puis on pose 2-3 choses un peu sur qu'est-ce que c'est que justement cet état de disponibilité envers des formes contemporaines, parce qu'on remarquait des fois il y avait des classes qui venaient qui disaient mais il n'y a pas de costume, il n'y a pas d'histoire, les gens ils sont jogging et puis en fait il n'y a pas de décor. Et puis que voilà, de juste un peu aussi poser quelques repères dans l'histoire de l'art, l'histoire de la danse, l'histoire des représentations, pour que justement le public soit plus à même d'entrer, d'être chauffé comme ça pour arriver dans les salles. Ça, c'était quelque chose qu'on avait testé, pas mal partagé, puis qui était, j'ai l'impression, opérant. En tout cas, on a pu mettre, en tout cas, juste que les gens soient disponibles pour entrer ou qu'ils aient ce petit outillage-là. Et puis sinon, là, cette année, par exemple, au festival, on collabore avec un autre festival en Belgique où il y a un groupe des maisons de quartier en fait, de Bruxelles qui viennent à Fribourg. Tu en sais quelque chose? Oui. Et puisque tu vas collaborer aussi avec eux, elle, et puis du coup essayer de créer aussi des espèces de moments de collaboration qui soient pas forcément... Enfin, c'est encore une fois cette question du lien ou de la rencontre qui soit pas forcément que... on se rencontre à la fin du spectacle, on se regarde dans les blancs des yeux et on se pose un peu des questions, mais aussi d'essayer d'amener une diversité de public à se mobiliser et à être accueillis dans cet événement. Et puis justement d'amener à des jeunes de Cormain-Boeuf à rencontrer les jeunes de Molenbeek et puis à aller à un spectacle ensemble. C'est aussi un peu ça, un peu ma vision de la médiation, mais aussi, juste encore une fois, pour moi, la médiation, elle est là pour diffuser des idées, diffuser des valeurs, puis en fait être c'est une espèce de liant, encore une fois, pour que les gens se sentent
bienvenue. Ouais. Donc par rapport à ça, pour toi, c'est aussi surtout l'effort de faire en sorte que les personnes comprennent, soient vraiment alertes par rapport à ce qu'elles vont, face à quoi elles vont être, et puis qu'elles puissent vraiment construire quelque chose à partir de ça, quoi. Oui, qu'elles puissent aussi se réapproprier ce qu'elles vont voir Ouais, c'est ça, quoi. et le traduire. Et tu as l'impression aussi que ces mesures, justement, ça permet à justement casser un peu ces barrières à des personnes qui ne seraient pas forcément venues d'être attirées, puis de se dire, ok, si on m'accompagne, si on me prend un peu par la main. Oui, j'ai l'impression que tout d'un coup, de dire à des adolescents de créer une revue ou bien de créer du contenu numérique, etc., par rapport à ce qu'elles vont voir, amène aussi, reconsidère l'importance en fait de leur présence. Il y a un rôle à jouer aussi, puis il y a quelque chose qui nous intéresse dans ce qui se passe en fait par rapport à la situation que nous on crée, qu'on travaille pendant une année pour créer. Voilà, l'idée c'est que vraiment les gens puissent s'en saisir d'où qu'ils viennent en fait. Bien sûr. Vraiment, tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans cette espèce de vieux terme de médiation culturelle comme c'était imaginé il y a 10-15 ans, mais plus de participation culturelle. Je trouve hyper intéressant cette distinction, c'est un truc qu'on a beaucoup réfléchi aussi ici, c'est pas juste nous, connaisseuses, connaisseurs du domaine, experts, qui allons expliquer à un public empêché, entre guillemets, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est qu'on leur montre. C'est pas ça. Ça, c'est l'enfer. Mais pendant longtemps, ça a quand même été ça, je crois. Puis maintenant, on sort totalement de ça. C'est plutôt, déjà, de n'obliger personne. Je pense que c'est essentiel dans la question de la médiation, participation culturelle. Justement, cette espèce de truc de dire tiens, on va offrir des billets gratuits aux migrants, comme ça, ils vont pouvoir venir voir ce qui est... Voilà, mais en fait, ils n'ont juste pas envie, quoi. Enfin, je pense que c'est vachement important, en fait. Enfin, vraiment, je pense que c'est essentiel. C'est plutôt de... Chaque domaine artistique, je pense, a ses enjeux par rapport à toutes ces questions-là. Je pense qu'effectivement, comme disait Laurence Belluard, c'est peut-être des fois la peur d'un contenu. Nous, on n'a pas tellement ça. Il y a peu de gens... Enfin, c'est plutôt la peur de mettre les pieds à frisson. Ce lieu considéré comme étant un lieu de drogue et de punk. Des fois, c'est plutôt ça. Mais encore que, je crois que ça va. On s'en sort pas si mal à ce niveau-là. Mais c'est plutôt... En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'intéresser les jeunes au fait que ça peut être un métier plus tard. Ça peut être un truc... en fait, ils peuvent programmer quelque chose dans ce lieu. C'est un lieu qui leur appartient aussi. Et puis, c'est comment les faire... La communication, hyper importante, tu vois. C'est comment les faire participer à cette communication. Et puis, c'est plutôt là où elle est intéressante, cette participation culturelle, plus que vraiment sur... Simplement rendre les choses plus accessibles. Je sais pas, c'est ça. C'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est de poser des questions quand même, effectivement, quelles sont les barrières qui font qu'il y a des personnes qui viennent pas. Et puis, comment on pourrait essayer de faire en sorte que ces personnes, elles soient intéressées par le contenu. Mais seulement celles qui ont envie d'y être intéressées. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et parce que moi, des fois, je suis confrontée justement à des personnes, notamment dans des administrations publiques aussi, qui... Je suis là, oh là là, mais attendez, vraiment, enfin, je crois que... Mais on s'en fout si les vieux, ils veulent pas venir à Frisson, quoi. C'est hyper OK. Enfin, effectivement, c'est méga fort. Enfin, ça colle partout. Non, mais franchement, c'est... alors oui, effectivement, on peut mettre des places assises, mais enfin... Puis voilà, puis un des projets qu'on fait à Frisson, alors là, on sort justement... C'est pour ça que je parlais avant de public empêché, mais c'est vraiment toute la question de l'inclusion. Je pense que c'est là aussi, plus que de la médiation, des fois, c'est vraiment de l'inclusion. Et puis, du coup, on a travaillé avec un public sourd et malentendant, enfin, un public, c'est-à-dire une association, et qui sont en l'occurrence des personnes qui viennent assez régulièrement à Frisson et puis qui ont envie que leur communauté puisse aussi venir en fait. Et puis on a fait un gros travail avec elles. Alors on fait tout un projet artistique avec ces personnes qui est déjà très intéressant, mais aussi on a fait tout un processus de sensibilisation et puis en fait on en a ressorti quelques recommandations de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place assez facilement en fait dans nos salles pour que ces personnes se sentent bien en fait. Et on s'est un peu dit là on a commencé avec les personnes sourdes et malentendantes, mais ce serait hyper intéressant de le faire après avec les personnes aveugles, avec les personnes en chaise, enfin voilà, tous ces publics vraiment empêchés de manière très logistique en fait aussi et pragmatique en fait. Je pense que ça passe aussi par là en fait. C'est sûr. Et puis en fait ce qui était hyper intéressant avec cette association de personnes sourdes, c'était comment les intégrer à un lieu comme Frisson qui est un lieu de son quand même. Enfin, c'est ça. Et en fait, on a trouvé des trucs super intéressants. Et en fait, ces personnes-là, elles sont hyper heureuses de venir travailler au bar, par exemple. Enfin, et c'est des choses que nous, on ne pensait même pas, en fait. Enfin, donc voilà, ça passe par les intégrer, en fait, aussi. Simplement, quoi. Moi, je trouve qu'il y a aussi cette dimension de la convivialité. Je pense que sur les formats de médiation, je trouve que c'est tellement... En fait, si tu le fais autour d'un verre ou... ça change directement tout. Il y a quelque chose
peut-être moins scolaire, quoi, justement, peut-être dans les... Ouais, dans ces vieilles conceptions de la médiation qui nous font un peu peur, mais justement de... Non, ce que vous faites, vous, au Belluaire, c'est que vous faites des petites sessions de présentation de programmes, hein, c'est ça, hein. Aussi, il y a un peu cette idée de, voilà, encore une fois, de pouvoir mettre en avant cette narration autour de la programmation du festival. Mais moi, il y a un format qui me tient particulièrement à cœur, c'est mon côté plus théorique ou activiste, qui est de faire venir aussi des personnes qui produisent du savoir ou de la pensée critique. Et pour le coup, moi, je considère que c'est aussi une manière de faire de la médiation que de véhiculer des idées ou de leur donner de la résonance, de la visibilité, de l'écho. Et puis de faire venir aussi des gens pour justement, pour avoir vraiment là du contenu pur et dur, de la matière à penser pour pouvoir mieux vivre, en fait. Ouais. C'est beau. Et puis Léa aussi, ce dont tu parlais, c'est le projet justement Vermitlung culturel aussi, hein, principalement, qui a ces 3 axes. Je sais pas si tu aimerais en parler aussi un peu plus en détail, parce que c'est un joli projet de participation culturelle aussi. Ouais, alors là 100% bilingue, donc Vermitlung culturel, c'est clair. Alors en fait on a eu cette méga chance quand même, pendant le Covid, d'avoir ce fonds des projets de transformation qui s'est ouvert. Au départ, ça nous a tous fait un peu peur, mais en fait, tout d'un coup, c'était une opportunité de pouvoir imaginer des projets qu'on n'a pas les moyens, enfin, en tout cas, pas les ressources de faire le reste du temps. Donc, en fait, on s'est mis avec les High Five, qui sont les 5 salles de concert du canton de Fribourg. Et là, on s'est associé avec le SMEM aussi. Donc, vraiment, axé musique actuelle. Et en fait, en imaginant un projet de médiation culturelle, ce qui en fait est assez inouï. Ça existe très peu en fait des projets de participation de médiation culturelle dans les musiques actuelles, parce que justement, c'est quand même un domaine artistique plutôt assez accessible si on veut bien. C'est-à-dire qu'on a moins de barrières à intéresser un public à ce contenu-là, disons. On a d'autres enjeux, mais en fait, voilà, on avait plusieurs médiatrices en fait intéressées à bosser là-dessus, et puis qui sont des personnes qui fréquentent beaucoup nos lieux, et puis du coup qui ont eu envie qui avaient plein d'idées en fait pour le faire. On a commencé par une phase de consultation pendant 6 mois, où on a, la médiatrice en l'occurrence est allée dans chaque structure, un peu questionner sur notre vision de la médiation participation culturelle. Déjà, rien que là, c'était intéressant. Parce que, évidemment que les enjeux à la spirale et à la frisson ne sont pas les mêmes. Donc voilà, déjà là, c'était une phase très intéressante de se mettre un peu d'accord. Puis on a parti avec justement 3 projets aux phases de cette phase de consultation. À la fin de cette phase de consultation. Donc, un projet avec un public sourd et malentendant, donc vraiment de comment les intégrer à nos structures, quel contenu manque à ces personnes dans nos salles. Puis, en fait, justement, vraiment l'espèce de presque paradoxe de dire dans des salles de son, on va intéresser un public de sourds et malentendants. C'est vraiment, en termes de sensibilisation, etc., c'était... Enfin, c'est d'ailleurs toujours très, très intéressant pour nous, et c'est peut-être presque même mon favori. Tu sais d'ailleurs la date par cœur de cet c'est événement, en octobre, je dirais le 17, mais je suis vraiment pas sûre. Je n'ai pas mon téléphone. Mais Enfin, voilà, on n'a pas tu vas encore faire un communiqué peu la dessus. promo, mais Oui, voilà, alors très volontiers. Mais alors, effectivement, on communiquera dessus au courant du mois de juillet. Effectivement, sur ce projet. Un autre projet qui est lié, alors là, un espèce de vieux rêve que j'avais aussi de créer un comité de programmation de très jeunes. Parce qu'en fait, nous, on est un peu vite dépassés, en fait. Et puis moi, c'est un public que je ne vais absolument pas oublier. Enfin, moi, j'ai fait mes plus belles premières sorties dans des lieux, devant des salles de concert. Et puis voilà, enfin, c'est comment vraiment tout le temps garder ce public, et lui donner envie de venir dans nos salles, parce que c'est vraiment notre cible principale quand même. Et en fait, le rêve à terme, c'est vraiment d'avoir un comité de programmation qui se renouvelle constamment, mais qui existe sur la durée. Quand je bossais à Yverdon, j'avais la méga chance de travailler avec le conseil des jeunes de la ville, ce qui n'existe pas trop à Fribourg. Et puis voilà. Donc c'était un peu parti de là. Donc là, la première, le test qu'on fait, c'est qu'en fait, on a fait un appel à projet, et puis toute personne entre 16 et 25 ans avait l'opportunité de s'y inscrire. On a un groupe maintenant de personnes, et puis on leur a fait toute une sorte de formation de ce que ça voulait dire de programmer dans les musiques actuelles. Et puis maintenant, toutes ces personnes vont programmer un événement chacun et chacune dans le lieu. Enfin, elles pouvaient choisir entre un des 5 lieux. Donc il y aura 5 événements dans les 5 salles de concert entre septembre et début 2023 probablement. Toutes dans des styles très différents. Voilà. Et puis en fait, là, on fait un travail vraiment bilatéral entre le jeune ou la jeune qui est intéressée avec la structure, et puis
c'est trop super aussi, quoi. Ouais, Ouais, puis ça, c'est vraiment l'idée de... Moi, je suis en train de on est en train de réfléchir maintenant à comment le faire perdurer. C'est pas si facile, hein, mais c'est beaucoup de temps aussi pour bien nous. sûr. Mais voilà, à terme, j'aimerais vraiment que ça puisse perdurer. Et puis le troisième, c'est un peu dans la même optique, mais plutôt dans les métiers de la communication. Ça s'appelle les reporters. Et là, du coup, c'est vraiment aussi c'était aussi un appel à projet. Et puis c'est des jeunes qui font vraiment plutôt produire du contenu, c'est-à-dire vidéo. Voilà, ils vont faire aussi un fanzine. Donc c'est aussi très très large dans les médiums. Là, les enjeux étaient compliqués parce que ça prend déjà rien que du temps d'utiliser une caméra, un appareil photo, l'écriture, aller imprimer un fanzine. Voilà, c'était un peu ambitieux à la base. Mais voilà, encore une fois, là, c'est aussi potentiellement un groupe qu'on peut faire perdurer dans le temps et puis renouveler régulièrement et puis d'avoir des gens qui... Pour nous, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on se rend compte quels sont leurs médiums aussi à eux et puis comment créer du contenu, qu'est-ce qui les intéresse ou pas. Enfin, voilà. En gros, les trois Ouais, cibles. puis ça crée un peu des forces vives aussi, un petit peu, des personnes un peu nouvelles. En fait, je crois que les qui musiques actuelles, s'intéressent c'est à ça aussi. C'est de nouveau, c'est un public quand même globalement, pas toujours et pas partout, mais plutôt assez jeune. Et puis, c'est justement d'intéresser ces jeunes. Enfin, moi, j'hallucine, en fait. Je me rendais tellement pas compte à quel point ils n'ont pas forcément conscience que c'est un métier et puis qu'ils peuvent l'envisager comme un métier aussi. Et puis, ces échanges-là, pour nous, ils sont méga précieux. Pour eux, évidemment aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais c'est vraiment un échange. Et c'est vraiment du win-win, si on veut bien, si on parlait en termes capitalistes. Mais c'est vraiment ça, je crois. Puis, on a tout à y gagner. Et puis... plus ça avance, plus je suis heureuse d'avoir mené ces projets, quoi. Enfin, et je crois que c'est le cas de toutes les salles. On est très contents. Donc, on verra comment on continue par la suite, ouais. Ouais, très beau projet en tout cas, aussi. Page Instagram, page Facebook. Non, page Instagram, pas Facebook. Fermeton culturel, si jamais vous voulez suivre nos projets. Je fais aussi de la promo comme toi. C'est très bien. Et puis, il y a aussi justement un dernier point que je voulais aborder, c'était aussi l'accessibilité justement aux personnes à mobilité réduite, un petit peu, juste pour entrevoir un peu les efforts qui sont faits dans vos différents lieux. Et puis, voir s'il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait encore plus mettre en avant pour ça, si vous voulez aussi un peu en parler. Ouais, moi je pense que nous on a encore du travail à faire pour vraiment être le plus inclusif et accessible possible, sachant qu'on est aussi beaucoup dans des endroits parfois un peu inattendus ou tu vois, justement d'être dans l'espace public, ça fait que t'as pas tous les paramètres qui te permettent de bien accueillir des personnes à mobilité réduite, mais on a toujours ça en tête et on fait en sorte que ça le soit. Après, encore une fois, dans une forteresse médiévale ou dans un lieu un peu singulier, c'est vrai que c'est moins propice à la pérennisation de différents types d'ascenseurs ou que sais-je. Mais c'est vrai que sinon, on essaye. Mais je pense qu'il y a là aussi, on peut mieux faire. Ouais. Je pense que de l'autre côté, je pense pas qu'on est... Enfin voilà, on est aussi, comme je te disais... Toujours un peu, quoi. Ouais, en tout cas... L'idée, c'est qu'on soit pas... Enfin, que les personnes qui sont à mobilité réduite puissent vraiment voir ce qu'elles ont envie de voir, quoi, si elles ont envie de venir au festival. Ouais. Ça, c'est certain. Je pense qu'aussi, moi, en faisant le projet justement avec l'association de personnes sourdes et malentendantes, je me suis... En fait, ça prend du temps, cette sensibilisation et d'échange et tout ça, mais en fait, c'est hyper intéressant et je pense qu'on doit aussi nous se dire, step by step, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain. Par contre, là, on s'est donné une année avec ce public-là et pour vraiment aboutir sur quelque chose de très concret et des mesures qu'on peut mettre en place. Et après, peut-être l'année prochaine, on se dit, on le fait avec un autre public, comme je le disais avant. Et de s'aménager du temps pour le faire et puis pas de vouloir tout révolutionner tout le temps, tout de suite. On n'y arrivera pas. Non, puis c'est voilà. Un outil qui est très intéressant et nous, on est en train de commencer la collaboration maintenant avec ce label, c'est le label Culture Inclusive, où en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que leur rôle, c'est vraiment de mettre en réseau. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, à Fribourg, il y a cette association, en fait. Donc, cette association, elle attend que d'être contactée par des institutions culturelles. Donc, voilà. C'est aussi donner ça hyper intéressant, mais donner des tips sur comment trouver du financement pour ces projets-là. Parce que des fois, nous, on n'a pas en tête toutes les fondations ou tous les fonds publics pour ces projets-là. Enfin, c'est vraiment plutôt une aide à la mise en place de mesures. Voilà. Et en fait, moi, j'avais peur au départ de bosser avec ce label. Mais en fait, ce qui était très intéressant, c'est que la coordinatrice romande, elle nous disait, mais faites pas tout, concentrez-vous sur 3 projets pour ces 3 prochaines années, puis c'est déjà super. Nous, on se bat pour qu'il y ait des projets qui soient mis en place, mais on vous demande pas d'être parfait pour tous les publics, quoi. Enfin, 100, quoi, bien sûr. C'est ça. Et puis, et en fait, vraiment, j'apprécie beaucoup travailler avec elle et eux parce que je les trouve vraiment très bienveillants sur la manière de le mettre en place et puis très à l'écoute et puis
Puis avec un super job derrière, ouais, de conseil, de mise en... Vraiment juste de mise en réseau. C'est déjà rien que ça, c'est déjà vachement intéressant. Et ça passe vraiment par juste rendre notre site internet inclusif à faire en sorte qu'une personne en chaise peut venir dans la salle. Enfin, c'est très, très large, quoi. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et step by step, encore une fois, mais je crois que c'est déjà vachement intéressant qu'on en parle maintenant, parce que je suis pas sûre que dans un talk comme ça, il y a 10 ans, on en aurait parlé. Ouais, Donc, ce que je trouve assez remarquable, justement, c'est que dans la culture, malgré justement le manque de moyens, le manque de financement, on s'intéresse quand même particulièrement à ces questions d'accessibilité aussi des publics. Et peut-être ailleurs où c'est beaucoup plus juste régulier, où on fait des sous tout simplement, et puis c'est pas quelque chose de culturel, on s'y intéresse pas, alors qu'il y a aussi du potentiel, bien évidemment, quoi. Ouais. Enfin, typiquement, moi j'ai travaillé aussi dans le tourisme, et puis là où on se dit, on accueille aussi un public et autres, on vient de commencer aussi les démarches, et puis c'est pas du tout autant facile. Enfin, il y a certaines villes ou certaines régions qui font plus d'efforts, mais c'est au bon vouloir vraiment aussi, et puis c'est vraiment pas encore un thème d'actualité, alors qu'il y a beaucoup plus de moyens. Et là, dans la culture, on s'intéresse vraiment beaucoup à cette question-là quand même. Ouais, je pense de plus en plus, mais c'est assez récent, hein. Oui, mais il y a de plus en plus, aussi, je pense, dans les politiques culturelles, je pense, de ressources qui sont aussi maintenant mises en place et qui prêtent une attention ou qui encouragent justement plus de durabilité, plus d'inclusivité et qui sont moins dans une logique de production, c'est-à-dire au projet où on va vraiment faire un spectacle, un concert, mais qui vont plutôt aider les structures à justement transiter et à se questionner un peu sur la façon dont elles travaillent et pouvoir mettre en place justement de nouveaux modèles, quoi, de nouvelles expérimentations. Et que ça, c'est un tournant qu'on prend, je trouve aussi depuis quelques années, ou que j'observe en fait, sur la scène helvétique. C'est assez... Après, ça se fait parfois au détriment d'autres initiatives comme la fermeture de nombreuses résidences en Suisse, que je trouve assez inquiétant. Mais voilà, en tout cas, pour les soucis liés à l'accessibilité. Ouais. Ok, magnifique. Et puis moi, il y avait juste un dernier point aussi. Enfin, je crois qu'on a pas mal fait le tour un peu. On a vu beaucoup d'aspects justement par rapport à tout ça. Et je voulais juste... Enfin, je sais pas si vous avez d'autres choses que vous aimeriez partager avant cette dernière question un peu nulle. Moi, je voulais peut-être juste dire quelque chose par rapport au fait que je trouve qu'à Fribourg, vu que je suis nouvelle ici et que j'ai vécu dans pas mal de villes en Suisse, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire qui est intéressant. Et parce que j'ai l'impression que comme il n'y a pas tout, les gens sont en train de s'organiser et pas mal de se parler pour pouvoir justement mettre en place des ressources, des places, des structures, des lieux qui nous manquent. Et ça, voilà, c'est un peu la petite minute Big Up Fribourg. mais je pense que c'est à souligner parce qu'il y a des villes qui sont en train de se gentrifier furieusement. On parlait de Lausanne au début, moi qui viens de là-bas, je vois aussi des choses qui se nivellent un peu au niveau de la politique culturelle ou des lieux ou des espaces ou de l'histoire des lieux. Et ici, je trouve qu'il y a une identité qui est forte quand même dans les espaces et puis plein d'initiatives aussi qui sont hyper rafraîchissantes et stimulantes. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je viens pas non plus d'ici et puis je l'observe beaucoup pour dire qu'on est on a un canton de la taille qu'il a, c'est vraiment un petit canton. Et j'étais très fière. Dernièrement, j'ai participé à un workshop sur 2 jours autour des musiques actuelles en Suisse romande. On était une cinquantaine à discuter de plein d'enjeux dans les musiques actuelles. Et je disais, notamment, on parlait du développement des artistes en musique actuelle, qui est assez compliqué. Puis je disais, mais à Fribourg, ce qui est dinguissime, c'est qu'un artiste... En fait, on a beaucoup, beaucoup de groupes de musique, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a les lieux pour les accueillir. Un artiste, il peut commencer par jouer un mardi soir à la Coutelle, ensuite aller à la Tour Vagabonde, ensuite aller au Bad Bone, puis finir quelques années après dans la grande salle de Frisson. Enfin, je trouve ça incroyable. Et puis en fait, on leur donne cette opportunité-là. On a aussi des moyens pour ça. Enfin, évidemment, on se connaît tous, donc on en parle beaucoup de ces artistes. Et on peut échanger facilement avec les artistes. Et on échange entre salles. Puis après, là, je parle vraiment exclusivement des musiques actuelles, mais ça va aussi justement discuter avec... On se disait avec Laurence avant que Le Belluaire et Frisson ont 40 ans l'année prochaine. Et puis, en fait, ces lieux ont été créés des mêmes personnes, en fait. Enfin, mais en même temps, les nouvelles générations aussi en ont hérité. Puis ça, je trouve assez... je me dis, il y a aussi une transition qui se fait. Et puis, en fait, on est tout à fait consciente de la chance d'hériter de cette histoire. Mais je pense qu'on veut aussi l'ancrer dans un présent et dans un futur. Et qu'à partir de là, je pense qu'on a un moment intéressant aussi au niveau de ce qui s'est mis en place il y a 40 ans, de ce qui se joue aujourd'hui et de ce vers quoi on va. Et c'est assez paradoxal dans un sens.
tout ce que vous dites, c'est vrai, et puis je le vois, je le constate aussi. C'est génial parce qu'on a aussi, j'ai l'impression, un dialogue aussi assez privilégié avec les pouvoirs politiques et de décisions un peu culturelles, vu la petite taille, justement. Mais c'est assez paradoxal parce qu'au final, le public fribourgeois, il est très restreint, il est très petit. Surtout, la tranche de population qui vient justement participer à la culture par rapport rien qu'à la totalité des habitantes et des habitants, j'ai l'impression que c'est minime. C'est vraiment peu. On a un petit public. J'ai le sentiment par rapport à d'autres villes où il y a beaucoup plus de personnes. Après, c'est peut-être juste une question d'échelle. T'as pas vécu à Yverdon, toi? Alors non, j'ai pas vécu à Yverdon. Ouais. Là, je peux te dire que c'est... Déçu Non, de pas avoir non, mais je sais pas, c'est presque le même nombre d'habitants. Hein. Si on enlève... si on enlève les 10 000 étudiants fribourgeois, on a à peu près au même nombre d'habitants, même taille de ville. Moi, je trouve le public fribourgeois hyper intéressé. Engagé, oui, mais c'est restreint. Bien sûr, il est petit, c'est un bassin de population qui est petit, mais je trouve quand même que... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fribourgeois et de fribourgeoises qui viennent à Frisson, mais j'ai aussi l'impression que quand je vais au Belluard, je croise beaucoup d'autres fribourgeoises et fribourgeois, mais même chose quand je vais au Bad Bone, c'est encore un des autres. Enfin, et non, moi je trouve on a tous beaucoup de personnes de Fribourg qui viennent chez nous, mais c'est pas forcément les mêmes personnes, ou alors c'est les mêmes, mais hyper avides quoi, de culture, et ils sont fiers de leur culture aussi. Ils sont fiers de leur lieu, vraiment. Enfin, je trouve c'est beau d'entendre les fribourgeoises et les fribourgeois de parler de cette culture-là. Enfin, mais parce qu'il y a aussi vraiment une histoire hein, derrière, hein, on l'a évoqué. Oui, il y a l'histoire, il y a plein de choses, effectivement. Puis bon, après, il faut des fois arrêter de se... Enfin, évidemment, des fois, c'est dur aussi, cette histoire. Hein. C'est pas... c'est les deux, un peu. Je pense que c'est hyper intéressant, en tout cas. Mais par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas compter que sur ce public-là. On est obligé de compter sur un public qui vient d'ailleurs. Mais en même temps, je trouve aussi... Moi, j'adore réussir à convaincre des Lausannoises et de Lausannois. C'est difficile, mais de venir à Fribourg. Enfin, Moi, je trouve aussi que je suis trop contente parce que, en fait, il y a aussi un moment de l'année où il y a des gens qui viennent vraiment de loin. Bah, là, oui, c'est aussi... c'est trop beau de voir ces gens qui font énormément de route pour venir voir ce qu'on propose aussi, tu vois, et que là, je pense que il y a toujours une espèce de complexe en Suisse ou d'humilité à pas trop fanfaronner là-dessus, mais je crois que voilà, je pense qu'il y a des institutions dans cette ville, dans ce canton, qui rayonnent très très loin aussi pour ce qu'elles font avec l'engagement et la persévérance et l'amour aussi qu'il y a derrière toutes ces années de programmation de festival. C'est dur à quantifier, j'imagine, hein, toujours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on ressent et qui fait du bien, en fait, aussi, de voir ça, quoi. Ouais. C'est assez soulageant, je crois. Hein. Oui. Et puis, ma dernière question, moins intéressante, je pense, mais je voulais quand même en parler. On l'a évoqué un petit peu, justement, tout le long, mais c'est le Covid, quelle influence, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur le public et quelles conséquences on voit déjà, même si c'est déjà un peu prématuré pour tirer des conclusions un peu finales, mais avec le public, quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils sont affamés. Enfin, moi, j'ai plutôt senti ça. J'ai senti énormément un besoin de rattraper le temps, de rattraper la vie, de se nourrir de tout ce qui nous avait tellement manqué. Enfin, de espèce de vide comme ça qu'il a fallu un peu recombler comme ça. Et du coup, c'est un peu... Moi, en tout cas, ce que j'ai observé aussi, j'adore regarder les gens dans les spectacles, comment les gens regardent, et je trouve qu'il y a une telle curiosité et une telle, là encore, disponibilité à recevoir. Enfin, je trouve ça trop beau. Et je trouve que, en tout cas, le manque et la carence culturelle a amené, je trouve, quelque chose de très urgent dans cette manière de recevoir aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai vécu beaucoup de moments trop beaux là depuis qu'il y a eu une reprise culturelle, enfin ici et ailleurs. Et après, il y a peut-être des gens qui sont peut-être plus frileux, peut-être ceux qu'on voit moins justement, qui ont eu un peu peur, qui reviennent un peu à pas de loup. Et puis, ceux-ci, j'ai l'impression que, on fait en sorte que... Enfin, parce que ça a été quand même bien... Il y a eu des moments bien trash et compliqués, je pense, pour pas mal d'acteurs, actrices culturelles. Enfin, on ne va pas revenir sur tout l'historique, mais c'est notion de passe, etc. Je pense que par rapport à l'inclusivité, l'accessibilité, ça n'était pas tout simple à gérer. Et puis voilà, du coup... moi, je pense peut-être, si c'est la dernière question, de rester peut-être sur une note positive et de dire que voilà, je sens cet appétit-là et cette curiosité-là encore plus forte qu'auparavant. Une vraie présence. Non, c'est sûr.
Ouais, je suis assez du même avis que Laurence. On a, nous aussi, beaucoup ressenti ça à l'ouverture en septembre. Là, bon, il y a eu plein de monde d'ouverture pendant ces 2 ans, mais disons, l'ouverture un peu officielle, c'était septembre 2021. Effectivement, une monstre envie de venir. Je pense ce qu'on a encore plus remarqué, enfin, ce qui a encore confirmé tout ce qu'on pensait de Frisson, c'est que Frisson, c'est un lieu de cohésion sociale avant toute chose. Je crois vraiment. Et ça s'est très fortement ressenti parce que les gens, là, ils venaient tout le temps, peu importe le contenu. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant le Covid. Et là, on a vraiment eu un public d'habitués tout d'un coup, dont tu fais partie, Maxime, d'ailleurs, pour cette fidélité. Il y a vraiment des gens que je voyais tous les week-ends et je trouvais ça beau. Mais moi, vraiment, ça m'émeut d'ailleurs, m'émeut d'en parler. Non, mais parce que tout d'un coup, cette volonté de revenir, de retrouver ses amis, voilà. Alors, à côté de ça, on a observé aussi une consommation excessive qui n'était pas toujours très rassurante. Non, mais vraiment, ça Non, m'a bah, je beaucoup pense questionné bien. à un moment. Je me dis, mais ça a fait la fête à l'extrême, quoi. C'était la carence aussi, Mais complètement, complètement. Mais flemme. après, du coup, ben, nous, je dis toujours, hein, on n'est pas formé à ça. Enfin, c'est-à-dire, nous, on est formé à faire du contenu culturel, mais pas à gérer des Ouais, comportements assez santé, quoi. extrêmes. Alors, des fois, c'est de l'euphorie belle, hein, vraiment des gens qui dansent et qui sont complètement déchaînés. C'est trop beau à voir. Et puis, des fois, c'est des choses un peu moins drôles. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé en automne l'année passée, mais quand même, je pense que c'est quand même un peu lié aussi à ces 2 ans d'enfermement, quoi. Et ça a été des gros défis quand même, la consommation de manière générale. Mais sinon, voilà, ça reste effectivement très beau. Moi, les questions que je me pose, c'est combien de temps ça va durer aussi, ça. Parce que là, il y a du coup une production qui se refait, qui est extrême. Là, il y a les festivals qui arrivent et mais... Enfin, moi, j'ai Chargé, le hein. vertige, quoi. Ouais. Enfin, Ça fait presque un peu peur, quoi. Ouais, en tout cas, je pense que nous, on doit vraiment faire très attention. Alors, ça, c'est des questions que je me pose à l'interne de Frisson. Je vais pas parler pour les autres, mais on doit vraiment faire gaffe à pas se faire avoir sur le truc de. Là, on pourrait avoir tendance à dire, ah, mais alors faisons plus. Les gens, ils sont en demande. Donc, non, non, non. Moi, je pense que c'est très bien. Là, je suis très contente d'en faire la semaine prochaine. On se fait 3 mois de pause. Je suis hyper contente de ça. Quoi. Laissons la place au festival qui arrive. Et puis, l'année prochaine, gardons le même nombre d'événements qu'on avait avant. Enfin, c'est hyper OK. Ouais. Et tant mieux si on a plus de gens qui viennent à chacun de nos événements, mais ne tombons pas dans le piège voilà, de surproduction, en fait, qui était déjà pas OK avant Covid. Et puis, c'est pas une raison pour maintenant avoir oublié tout ce qu'on pensait déjà à l'époque. Donc voilà. Mais globalement, c'est clair qu'il y avait. En tout cas, c'était très rassurant pour nous de se dire que les gens, ils étaient heureux de retrouver ce lieu et qu'ils le sont toujours autant. Et il y a une fidélité vraiment tellement belle, tellement belle. Et en fait, c'est trop beau de se rendre compte le rôle qu'on a, en fait. Enfin, moi, ça m'a fait tellement douter pendant ce Covid. On était tous tellement mal avec tout ça, à perdre totalement sens. Et là, de se dire, c'est ça qu'on sert, en fait. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Bah même pour les personnes qui créent justement cette culture aussi, un peu au final revenir à quelque chose de normal, de retrouver le sens, comme tu l'as évoqué. C'est clairement ça. Et moi, ça m'a fait pas mal peur, en fait, cette reprise, de voir tout à coup justement cette urgence dont tu parlais, et de me dire, mais est-ce que ça va durer? Quels seront les effets un peu secondaires de cette urgence? Typiquement la consommation. Et puis de surproduction aussi. Enfin, ça s'est aussi un peu vu à chaque fois qu'il y avait un moment aussi un peu pendant cette crise, une brèche un petit peu. Tout à coup, il y avait énormément et après, il y avait de nouveau plus rien. Bon, ça là-dessus, il y a aussi un point extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup d'artistes, je pense aux artistes là, qui ont eu le temps de créer pendant le Covid, et puis là, il y a un bouchon, parce qu'il n'y a pas assez de lieux pour accueillir tout le monde, et puis c'est hyper frustrant en fait pour tout le monde, hein, et pour nous et pour les artistes, mais là, on est dans un truc où c'est presque saturé, quoi. Il y a des théâtres qui ont fait leur programmation jusqu'à 2024, quoi. Enfin, et elle est où la place à l'émergence dans tout ça, en fait? Enfin, c'est pas... Ouais, je voudrais juste voir comment c'est dans une année, hein, mais... Ouais, surtout... enfin, que voilà, on sait pas vraiment non plus. J'ai l'impression que c'est devenu plus incertain aussi, puis que tu vois... On sait pas vraiment comment ça sera de nouveau cet hiver. Donc, il y a quelque chose aussi, je pense aussi ça, ce souffle-là qu'on a dans des moments de répit. Il y a une urgence extrême et puis une densité, peut-être même pas forcément dans ce qu'on peut proposer, mais en tout cas de ce qu'on peut absorber, propre comme au figuré. Et que en fait, il y a aussi quand même un horizon peut-être qui est un peu moins défini et que pour le coup, ça change le rapport à ce qui est là.
En fait, Ouais, j'en prends dans le soin. présent, quoi. Bien sûr, ouais. À fond. Et ça nous a un peu toutes et tous fait justement re-questionner Ouais. nos rapports avec ces lieux, avec la sortie, avec la consommation Sociabilité. culturelle, la sociabilité. Mhm. Je pense que c'est une bonne chose et puis que c'est intéressant, quoi. J'attends juste de voir un peu les Mhm. effets secondaires. Mhm. Ça fait presque un peu peur. Les Mais effets je suis collatéraux, assez confiant, je crois aussi, hein. Et aussi de Moi se rendre aussi, compte, hein, pour pas on mal de dirait. gens, de se rendre compte Ouais. qu'en fait, ce qu'on faisait avant, enfin, moi, c'est l'effet le plus, en tout cas, violent qu'on a eu à Frisson, c'est purée, mais c'était pas OK ce qu'on faisait avant des fois. Enfin, genre vraiment la question de l'épuisement, la question Ouais, sur des rythmes de d'avoir arrêté du saison, jour ouais. au lendemain. Enfin, Ouais. et là, c'est plus OK de recommencer comme ça, en fait. Donc, stop ces fonctionnements. Et du coup, ça a des effets vraiment graves, hein, de gros burn-out, vraiment très violents pour l'équipe, etc. Mais en même temps, nécessaire à un moment, enfin, je sais pas si c'était nécessaire, mais dans le sens, en tout cas, qui nous permet de nous poser des bonnes questions maintenant et de se dire, stop. Corriger un peu le tir. Voilà. Et c'était pas drôle du tout, en fait. Et puis, j'ose espérer qu'on en retirera quelque chose quand même de positif, effectivement. C'est une pas mal belle conclusion, je crois. Ouais. Ouais. Le burn-out. Non, pas Non, le mais burn-out, non, mais non, de je dire rigole. bah voilà, qu'on a vécu aussi une période spéciale, qu'on a tiré un peu des enseignements de ça pour encore justement pouvoir avec les publics avoir une relation qui est encore plus saine, meilleure dans le futur aussi, quoi. Où chacune est consciente de sa participation justement à la culture et puis je trouve que c'est assez beau, quoi. À fond. Un dernier petit Yes. mot pour la fin? Merci Maxime. Merci, mais t'as des Merci, choses. ouais. Merci à vous. Hello Nova. Hello, Nava. Pour tout ça, oui. Ouais, merci encore à vous pour votre participation. Ça fait plaisir d'avoir pu vous accueillir ce soir. Et Oui. venez au Belluard du Ah oui, 23 les juin au dates. 2 juillet. Ouais, super. Venez à Frisson demain. Mercredi. Ouais. Vendredi, samedi après. Dernier week-end de la Mhm. saison à Frisson, après fini, quoi. Ouais. Oui. Mais un très bel événement, exactement ce mercredi. Oui, Ouais, je super. conseille. C'est l'Ascension jeudi. Les gens, ils ont oublié qu'ils avaient congé si jamais. Ah oui, mais c'est juste. C'est vrai. Yeah. Parfait. Voilà, encore un petit rappel, l'état des choses si jamais vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque. Et puis, effectivement, merci beaucoup à l'équipe d'Hello Nova, Tim et Laure qui sont là ce soir pour être derrière la caméra. Et merci également à Frisson et à Blette de nous accueillir pour ce podcast. À tout bientôt, on se retrouve pour la 5e dans quelque chose comme un mois. Ça sera la dernière de la saison, après on fait une petite pause estivale aussi. Ça fait aussi du bien, effectivement. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.